bon. Mais je voyais tout, mais je voulais pas savoir comment. Oui, ben oui. Parfait. Je suis content parce qu'il n'y a pas ça fait le département. Mais Bonjour tout le monde. Pas de porte On va commencer la présentation. Donc, bienvenue à cette activité spéciale organisée dans le cadre des rendez-vous Innovation Recherche. Donc, je vais me présenter, puis ensuite, je vais laisser toute la place à notre présentateur d'aujourd'hui, René-Pierre Carrier, qui est enseignant en littérature ici au Cégep. Donc, mon nom, c'est Sarah-Anne Hébert-Leclerc. Je suis conseillère pédagogique à la recherche au Cégep de Thetford. Puis, un de mes rôles, c'est de faire la promotion de ce qui se passe au niveau de la recherche au Cégep dans ces centres de recherche Coalia et Kimtech et aussi de l'Observatoire national de l'amiante. Donc, pourquoi c'est moi qui vous fais l'introduction aujourd'hui, étant donné que vous êtes là dans le cadre, pour la plupart de vous, là, dans le cadre de votre cours de littérature québécoise? Mais en fait, c'est parce que l'activité d'aujourd'hui, c'est une collaboration, c'est le fruit d'une collaboration entre le service de la recherche et deux enseignants du département de français, espagnol et musique. Donc, pour faire une petite histoire courte, là, Mme Audrey Laliberté de Saint-Pierre et moi-même, on voulait toutes les deux organiser une présentation des travaux de maîtrise pour que René-Pierre puisse nous présenter ses travaux de maîtrise en littérature. Donc, elle souhaitait vous parler de littérature autochtone dans le cadre du cours. Puis, moi, je voulais faire connaître la recherche puis les études de deuxième cycle aussi en littérature, parce que quand on dit recherche, ce n'est pas nécessairement le premier domaine auquel on pense, mais ça existe. Donc, on a décidé, René-Pierre nous a proposé de faire une pierre deux coups puis de jumeler les deux événements ensemble. Puis en plus, l'activité nous permettait aussi de souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui vise à reconnaître les conséquences tragiques qu'ont eu les pensionnats autochtones sur les communautés autochtones. En même temps, cette journée-là a lieu le 30 septembre. En même temps, se passe aussi la journée du chandail orange. Peut-être que vous êtes plus familier avec ce mouvement-là parce que, entre autres, dans les réseaux sociaux, on voit passer des posts là, en lien avec cette journée-là. Et on invite les Canadiens et Canadiennes à porter l'orange. En fait, c'est pour rendre hommage aux milliers de survivants des pensionnats autochtones. Donc, la durée de la présentation, ça va être 1h30. Il y a une caméra ici parce on est en train de diffuser en direct aussi pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes à la présentation. Puis, il va y avoir un enregistrement disponible aussi pour tout le monde là, à la suite de la présentation, si vous voulez la réécouter, parce que je sais que vous aurez des travaux à faire en lien avec cette présentation-là aujourd'hui, donc vous pourrez les réécouter. La conférence d'aujourd'hui s'appelle « Littérature autochtone, la parole identitaire » de Bernard Assiniwi. Donc, sans plus attendre, là, je vais laisser la parole à René-Pierre Carrier. Juste une petite bio, il enseigne depuis 2013 au Cégep de Thetford. Il donne des cours de la formation générale en littérature, puis aussi pour certains cours du programme Arts, Lettres et Communication. Puis il est détenteur d'une maîtrise en littérature de l'Université Laval. Ses travaux portent sur l'écrivain autochtone Bernard Assiniwi. Donc, je vais le laisser aussi expliquer comment il va fonctionner durant la présentation, puis vous détailler un petit peu plus le contenu. Donc, merci à tout le monde d'être présent, puis merci René-Pierre de te rendre disponible. Merci, Sarah-Anne. Ouais. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de littérature autochtone. Puis plus spécifiquement, ça me fait plaisir d'être devant un public qui, pour la plupart, a lu, j'imagine quasiment tout le monde, en fait, a lu Le Bras coupé de Bernard Assiniwi. Le Bras coupé, là, selon moi, c'est une œuvre charnière, très importante, hein, qui est un point de départ pour la littérature autochtone au Québec. Donc, ça va me faire plaisir de vous en parler aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui, là, justement, Sarah-Anne en parlait tout à l'heure. Je fais déjà une parenthèse. Là, le PowerPoint de la présentation, je vais l'envoyer à Audrey, votre prof, qui va pouvoir vous le diffuser là, si jamais vous en avez besoin. Il y a peut-être des informations qui peuvent vous être utiles pour faire un sujet amené dans une dissertation ou quelque chose du genre. Là. Donc, pas besoin de partir en peur avec la prise de notes. Là. Vous aurez accès au PowerPoint par après si vous le désirez. Ça va?
Donc, Sarah Anne faisait une introduction en mentionnant que le 30 septembre, c'est la journée Vérité et Réconciliation. La présentation d'aujourd'hui ne parlera pas spécifiquement et uniquement des pensionnats autochtones, mais on va être quand même attentif à la minorisation puis à la domination que les Autochtones ont subi historiquement là, à travers l'histoire. Il y aura un petit passage là, où on va traiter de la question des pensionnats en lisant entre autres un poème qui porte là-dessus. Mais on va être sensible. Mon but, c'est de vous éveiller finalement à la condition puis à la situation des Autochtones dans un Québec contemporain. Ça va? Sarah-Anne vous a introduit les rendez-vous innovation et recherche. Un autre de mes objectifs, c'est de vous faire comprendre aujourd'hui que la recherche, c'est pas toujours dans un laboratoire avec un sarrau blanc et des lunettes que ça se fait, des lunettes de sécurité. La recherche peut se faire dans plein de disciplines, hein, finalement. Moi, de mon côté, c'est de la recherche en littérature que j'ai fait. Pour faire de la recherche en littérature, ben, ça se fait surtout dans le cadre académique, à l'université, au 2e cycle, à la maîtrise dans mon cas, ou au 3e cycle, au doctorat, dans le cas de d'autres personnes. L'idée derrière le fait de faire de la recherche en littérature, c'est de faire avancer les connaissances sur notre domaine. Donc, dans mon cas, j'ai essayé de faire avancer les connaissances sur la littérature autochtone, les connaissances aussi sur l'auteur Bernard Assinioui, plus spécifiquement, en abordant ces sujets-là sous un angle nouveau. Puis aussi, tout simplement, en abordant ce sujet-là qui était très peu traité là, en 2011 lorsque j'ai commencé mon projet de mémoire. Là. Depuis ce temps-là, la littérature autochtone a le vent dans les voiles. Il y a eu d'autres projets de recherche qui ont été faits sur le sujet et il y a beaucoup plus d'auteurs autochtones qui sont publiés et qui sont lus en ce moment. Là. Donc, dans les années 2010 à 2020, là, on a beaucoup d'auteurs qui ont émergé. Mais on le verra tantôt, la littérature autochtone écrite au Québec est somme toute assez récente. Il faut attendre à peu près les années 70 avant de voir des auteurs autochtones prendre la plume pour la première fois, se mettre à écrire des textes. Ça va? Petit topo, on va parler de littérature autochtone aujourd'hui, mais qui sont ces nations autochtones du Québec? Bien, il y en a 11 nations autochtones. Autochtone, c'est un mot qu'il faut prendre au sens large. Ça veut dire qui vient de la terre, hein, qui vient d'une terre. L'autochtonité, dans le fond, on se met en comparaison avec l'immigration, des gens qui sont arrivés. Donc, les autochtones sont, faut les mettre en perspective par rapport à ceux de qui nous sommes la plupart descendants, là, des immigrants qui sont venus ici autour de la conquête, de la découverte de l'Amérique. Ça fait longtemps, je le sais, mais nous, on n'est pas dans un... À part s'il y a des gens qui sont autochtones ici dans la salle, on est plus ceux que je vais qualifier aujourd'hui d'allochtones, donc des descendants de l'immigration européenne sur le territoire d'Amérique du Nord. Ça va? Autochtones, donc, on a 10 Premières Nations. Au Québec, les Premières Nations, c'est ceux qu'on appelle aussi les Amérindiens. Le terme amérindien est un petit peu moins utilisé présentement. On utilise plus le terme Première Nation pour rendre hommage, hein, pour faire honneur un peu à ces gens qui font partie des premiers peuples à avoir habité le pays. Il y a environ 10 000 ans là, qui sont venus s'installer sur le territoire, donc c'est beaucoup plus ancien que l'arrivée des Européens. Les Autochtones, c'est aussi la nation Inuit dans le nord du Québec. Donc, sur la carte que vous avez, tout le nord du Québec, c'est la nation Inuit. Ils sont culturellement différents. Ils sont arrivés dans à un autre moment de l'histoire aussi sur le territoire. Leur langue, leur culture est vraiment différente. Donc, les Inuits, on les considère comme une nation en soi. Donc, nos Autochtones au Québec, ce sont les Premières Nations, donc les nations amérindiennes, et les Inuits du nord québécois. Dans le cas qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, Bernard Assinioui, l'auteur dont vous avez lu le roman Le bras coupé, le roman là, se passe, là, je ne peux pas pointer sur mon PowerPoint, mais je vais quand même essayer de m'approcher. Le roman se passe à peu près ici, à Kitigan-Zibi, okay, qui est une nation, une communauté algonquine, une réserve algonquine aujourd'hui. À l'époque du roman, à l'époque où le roman se passe, on est en 1873 environ, la réserve autochtone n'existe pas encore, Kitigan-Zibi, mais c'est vraiment à la fourche de la rivière Gatineau et de la rivière Kitigan-Zibi qu'on va installer un campement, le campement des Algonquins, dont vous avez entendu parler dans l'histoire que vous avez lue. Ça va? Donc, c'est la future réserve de Kitigan-Zibi. C'est à cet endroit-là que les Autochtones de votre roman vivent en 1873. Ça va? Justement, donc, je vous ai fait la distinction entre les Autochtones de manière générale, les gens qui viennent de la Terre, hein, ceux qu'on peut appeler les premiers peuples, et plus spécifiquement les Premières Nations, qu'on appelle aussi Amérindiens. Cette distinction-là est déjà faite. Qu'en est-il du mot indien?
Le mot indien a longtemps été utilisé là, par nos ancêtres là, pour parler des Autochtones du territoire canadien, du territoire québécois. Aujourd'hui, on fait attention à ce mot-là parce qu'il y a quand même un côté péjoratif pour certains Autochtones de se faire appeler comme ça. Hein. On se rappelle que le nom indien vient d'une erreur de navigation de pas de Jacques Cartier, mais de Christophe Colomb en 1492, qui pensait être arrivé en Inde, hein, mais finalement, il a découvert un nouveau continent, l'Amérique. Est-ce qu'il l'a découvert ou il l'a conquis? Là, ça, c'est une autre question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc, le terme indien qui repose sur une erreur, sur une mécompréhension, hein, souvent, on essaie de l'éviter dans le jargon quand on parle des membres des Premières Nations. Par contre, il faut savoir que certains auteurs, dont Bernard Assinioui dans les années 70, qui ont voulu se réapproprier ce terme-là pour en faire quelque chose de plus lumineux, une source de fierté, hein, qui ont essayé de trouver la fierté d'être indien, comme le disait Bernard Assinioui. Donc, c'est sûr que vous allez m'entendre prononcer ce terme-là aujourd'hui parce qu'Assinioui le prononçait amplement et largement. Donc, quand ça va être pour reprendre les mots d'un auteur, je vais l'utiliser. Et quand ça va être pour référer au statut juridique des membres des Premières Nations qui vivent dans les réserves, dans les communautés officielles, donc le statut officiel d'Indien, je vais utiliser ce terme-là aussi. Ça va? Donc, mon but, ce n'est pas de choquer personne, c'est véritablement pour utiliser les termes au bon endroit. Et finalement, donc, les autres qui arrivent sur le continent américain, les allochtones ou les Euro-Canadiens, c'est les termes qu'on va utiliser et que vous pouvez aussi utiliser dans votre dissertation pour parler des autres personnages qui ne sont pas algonquins, qui ne sont pas Anishinaabe dans votre texte. Ça va? La littérature autochtone au Québec. Je vous le dis, il s'est passé quelque chose d'assez majeur dans les années 70 au Québec, c'est-à-dire que une littérature autochtone, il y en a toujours eu une. Hein? Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a ses histoires. C'est juste que les Autochtones du territoire québécois, comme dans les autres endroits dans le monde, se passaient ce savoir-là, hein, le savoir ancestral, et les histoires ancestrales par l'oralité. Hein? C'était la manière de faire. Il faut attendre, comme je vous dis, environ en 1970, avant qu'on utilise je le mets en guillemets, cet instrument du colonisateur, hein, qui est l'écriture, qui est la littérature finalement, le roman, le théâtre, la poésie. Donc, il faut attendre le tournant des années 70 avant qu'on ait des auteurs qui commencent à utiliser ces médias-là, hein, les mots comme matériaux d'expression à l'écrit, pour parler. Ça s'inscrit dans un mouvement de contestation puis de dénonciation des injustices subies qui va se passer dans les années 70. 1960-1966, au Québec, on est dans notre révolution tranquille. Vous avez peut-être parlé de ça avec Audrey dans le cours de littérature québécoise. La révolution tranquille, pour les Québécois, c'est tout d'un coup s'affirmer en tant que nation, puis prendre notre place, surtout sur le plan économique, dans un Canada où on est entouré d'un océan anglophone. Ça va? Donc, c'est la fierté québécoise puis l'État-providence québécois, l'État qui caractérise le Québec d'aujourd'hui, qui se construit dans les années 70. Bien, il se passe le même genre de mouvement de contestation chez plein de gens qui se sentent minorisés dans les années 60. Il y a un mouvement de prise de parole pour les femmes. Hein, le mouvement féministe au Québec devient assez fort dans les années 60-70. Il y a un mouvement de contestation, bien évidemment, qui va naître à peu près au même moment chez les Autochtones. Donc, c'est dans la foulée de la Révolution tranquille et de cette vague de changements sociaux que les Autochtones du territoire québécois vont prendre la plume. Bernard Assinioui, c'est exactement dans ces années-là qu'il va commencer sa carrière littéraire. Donc, je pense que son premier texte date de 1971, puis il a écrit jusqu'à sa mort en 2000. Donc, c'est vraiment les 30 années, les années 70, 80, 90, qui vont marquer l'écriture d'Assinioui, comme de plusieurs auteurs qui vont prendre la plume à la même époque. Pour définir la littérature autochtone, on ne peut pas utiliser les critères traditionnels. Moi, dans votre cours de littérature québécoise avec Audrey, vous étudiez la littérature de la nation québécoise. Okay? Donc, c'est très clair, c'est de la nation québécoise qu'on parle. Cette littérature-là est écrite pour la plupart des textes en français, parfois en anglais aussi. Okay? Donc, c'est assez clair, c'est assez circonscrit comme corpus littéraire. Et il y a une institution littéraire québécoise qui existe, des prix littéraires, comme le prix littéraire des collégiens, que vous avez peut-être vu passer depuis que vous êtes au cégep. Il y a des prix un peu plus importants pour saluer le travail d'auteur. L'institution littéraire, c'est aussi les universités, les cégeps qui enseignent les œuvres québécoises. Vous êtes dans un cours où vous avez lu des textes québécois, donc vous en avez appris sur votre culture, sur votre littérature. C'est ça que j'entends par institution littéraire. Dans le cas de la littérature autochtone, on ne peut pas utiliser les critères traditionnels pour la définir, pour en saisir les contours.
La nation, je viens de vous parler de 11 nations autochtones au Québec. Donc, il n'y a pas une seule nation, il n'y a pas une seule culture, il n'y a pas non plus une seule langue. Hein. Il y a plein de langues parlées par ces communautés-là, là, à même les réserves dans les communautés. Ça va? Donc, nos critères habituels pour parler de littérature, on ne peut pas toujours les utiliser pour la littérature autochtone. Même chose pour la notion d'institution littéraire. Les auteurs autochtones qui vont prendre la plume, qui vont se mettre à écrire, vont beaucoup utiliser l'institution littéraire québécoise là, pour tailler leur place, hein, pour se mettre à publier. Bernard Assinioui, c'est chez Le Méac qui va publier d'abord, puis ensuite ses textes vont être publiés ailleurs. Il n'y a pas, à l'époque, de maison d'édition proprement autochtone. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs autochtones qui publient, mais c'est encore dans les mêmes lieux d'édition que les auteurs québécois. Donc, je ne veux pas qu'on voit la littérature autochtone comme une branche de la littérature québécoise, pas du tout. Ça serait encore une fois agir en tant que colonisateur un peu que de s'approprier. Mais il faut la voir comme une littérature qui est un peu frère ou sœur hein, de la littérature québécoise, qui utilise le même système, qui utilise souvent la même langue, mais qui a un référent culturel qui est vraiment différent. Ça va? Vous me suivez jusqu'ici? Ce qu'on remarque surtout comme trait là, pour définir cette littérature-là, c'est l'importance d'un thème, le thème de la résistance, le thème de la prise de parole pour faire comprendre l'impact de la dépossession culturelle que les peuples autochtones ont compris, l'impact de la dépossession économique, puis de la dépossession territoriale aussi que les peuples autochtones ont vécu. Quand on prend la parole chez les Autochtones à partir des années 70, on veut susciter une prise de conscience. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup d'écrits d'auteurs autochtones, on le sent, cette peur de disparaître finalement, cette volonté de prendre la parole pour affirmer notre place dans le monde, pour finalement pour se libérer d'une insécurité ou d'une tension identitaire qui vient avec le statut d'Autochtone dans un Québec où les Autochtones sont minoritaires. Ça va? Je vous mets une citation ici. C'est peut-être un peu petit sur l'écran, mais je vais vous la lire. Cette citation-là, elle est de Maurizio Gatti. Maurizio Gatti, c'est un chercheur italien qui est venu autour des années 2000 pour étudier la littérature autochtone québécoise. Okay? Donc, la littérature des écrivains des Premières Nations, plus particulièrement. Naïvement, lui, donc, il a fait un échange interuniversitaire pour venir étudier ça. Bien, il est arrivé à l'Université Laval, puis il s'est rendu compte en 2000, à peu près en 2002, je pense, quand il est arrivé, qu'il n'y avait rien du tout qui était fait. Ces auteurs-là étaient peu connus, ils n'étaient pas recensés nulle part, il n'y avait pas de cours à l'université qui se donnaient là-dessus. Mais pourtant, pas Bernard Assinioui, mais Mauricio Gatti s'est donné l'objectif de les trouver, ces auteurs-là. Il a fait une tournée des communautés pour aller rencontrer ceux qui prennent la plume pour écrire, hein, ceux qui écrivent des textes, et il a recensé dans une première anthologie qui s'appelle Littérature amérindienne du Québec, des extraits des textes de ces auteurs-là. À l'époque, c'était environ une cinquantaine d'auteurs autochtones qu'il a recensés. Mauricio Gatti, en faisant ça, et un petit peu plus tard, en 2006, en publiant Être écrivain amérindien au Québec, a vraiment lancé le bal des études sur la littérature autochtone et aussi encouragé, par le même fait, les auteurs à écrire puis à se faire lire par le lectorat québécois, hein, à faire connaître leur littérature. Donc, ça a été pour moi que cette œuvre de Mauricio Gatti, ce chercheur-là qui est passé avant moi, qui a embrassé d'une façon très large la littérature. Son constat, dans son livre paru en 2006, c'est qu'être un auteur amérindien, là je lis ce qui est écrit, être un auteur amérindien aujourd'hui signifie d'abord affronter l'angoisse de l'individu dans le monde moderne, seul face à la collectivité immédiate et à la collectivité mondiale. Son rôle est difficile à assumer car il incarne toutes les ambiguïtés, toutes les impossibilités d'un peuple colonisé porté à l'extrême degré. Donc, dans l'écriture autochtone, on va sentir ce thème, c'est ce qu'il nous dit, Gatti, ce thème du colonialisme et ce thème de l'insécurité identitaire, hein, de la fragilité de la question identitaire qui en découle. Pour comprendre la littérature autochtone et les enjeux qui la marquent aujourd'hui, pour comprendre cette prise de parole, ce besoin de prendre la parole pour parler, pour dénoncer à partir des années 70, il faut comprendre un peu comment se sont bâties les relations entre autochtones et allochtones sur le territoire québécois. Fait que je vous amène faire un portrait historique. Je vais essayer d'être assez bref, d'être concis, mais d'être assez précis. Portrait de l'histoire des relations entre l'Euro-Canadien, celui qui arrive sur le territoire, et celui qui y vit depuis des siècles. Ça va? Dans
dans ma méthode, là, je m'inspire beaucoup de la nouvelle histoire qu'on appelle, c'est un courant en histoire dans les années 70 qui s'est mis à s'intéresser à l'écriture de l'histoire, mais pour la première fois, pas du point de vue des conquérants. Hein, souvent, l'histoire, ceux qui écrivent les manuels d'histoire, ben, c'est les gens qui sont au pouvoir, qui sont en place. C'est des historiens de la culture dominante, de la culture majoritaire. Mais qu'en est-il quand on essaie de raconter l'histoire d'un autre point de vue, de ceux qui ont perdu les guerres, de ceux qui se sont fait annexer des territoires, de ceux qui sont finalement les perdants là, de cet échange-là là, qui est arrivé avec le colonialisme en Amérique? Ça va? Donc, la nouvelle histoire, ça s'intéresse aux côtés des minoritaires. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire en vous brossant ce portrait de l'histoire. Il faut savoir que dans les années 70, il y a des historiens d'origine autochtone qui vont commencer aussi à faire ce qu'on appelle l'auto-histoire autochtone, raconter leur propre histoire par eux-mêmes, au lieu de se la faire raconter par d'autres. Ces historiens-là sont justement Georges-Édouard Sioui. Tantôt, je vous mentionnais qu'il y a des historiens qui trouvent que le terme indien est péjoratif. Bien, lui, c'est un de ceux-là. Il a d'ailleurs écrit, je pense qu'en 1980, quelque chose, une lettre ouverte dans un journal. Et cette lettre-là, il l'a envoyée aussi au premier ministre de l'Inde de façon symbolique. Il ne s'attendait pas nécessairement à une réponse. Mais dans cette lettre ouverte-là, il s'excusait au nom de tous les Autochtones, tous les membres des Premières Nations québécoises, de leur avoir volé leur nom sans faire exprès, hein, de s'être fait identifier comme Indiens alors qu'ils ne le sont pas. On est désolé d'avoir pris votre nom, on ne voulait pas vous choquer. On sent que c'est du sarcasme ici. Hein? Donc, Georges-Édouard Sioui, c'est un des premiers qui a revendiqué une appellation qui serait plus honorable, finalement, pour parler des membres de Premières Nations, qui serait plus proche de leur réalité. Bernard Assinoui, je ne sais pas si vous savez, mais il a lui-même œuvré comme historien. Hein. Il a écrit une immense histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada en 3 tomes, publiés en 73 et en 74. C'est vraiment colossal. Donc, c'est attaché à raconter l'histoire de la colonisation, mais du côté autochtone. Et Bernard Assinoui, il s'est fait critiquer fortement par les historiens québécois à l'époque parce d'habitude, les historiens se basent sur des documents, ça prend des preuves, et lui, il s'est basé sur la tradition orale, ce qui s'est fait raconter par ses grands-pères et ses grands-mères. Ça va? Parce que c'est comme ça qu'on se passe les histoires chez les Autochtones. Hein? Donc, il s'est inspiré de cette tradition-là, mais il s'est fait beaucoup critiquer pour ce manque de sérieux-là aussi, quelque part. Est-ce que c'est un manque de sérieux ou c'est surtout une façon de prendre sa place, hein, d'imposer sa culture alors qu'elle n'a jamais été reçue jusqu'à maintenant? Moi, je pense que c'est plus ça. Dans son histoire des Indiens du Haut du Bas-Canada, on comprend clairement le projet d'Assiniwi. Je vous lis un passage là, qui est au début, dans son chapitre d'introduction, où il explique son projet. Les livres d'histoire, ceux que j'ai lus dans mon enfance, ne m'ont jamais permis de trouver une fierté dans le fait d'être indien. Ils m'ont raconté que mon ancêtre était païen, donc qui n'était pas catholique, qui était barbare, qui était sanguinaire, tortionneur de missionnaires et scalpeur par surcroît. Jacques Cartier, lui, hein, dans ses écrits de voyage, m'a raconté qu'il était voleur et menteur, cet ancêtre que je vénère malgré tout ce qu'on m'en a raconté. Pardon. Cet ancêtre que je respecte maintenant que je le connais mieux, j'avoue en avoir eu honte. Et je ne suis pas le seul à avoir eu honte d'être indien, puisqu'il existe encore des Indiens à qui l'on enseigne ces mêmes mensonges. Païen, mon ancêtre l'était aux yeux du civilisé ouest-européen dont la culture religieuse ne souffrait aucune divergence d'opinion. Comprenez ce qu'essaie de faire Assiniwi? Il essaye de redorer l'image des Autochtones au Québec. Il essaye de retrouver un sentiment de fierté nationale, d'insuffler un sentiment de fierté nationale chez les nations autochtones. Ça va? Pour continuer ce portrait des relations entre autochtones et allochtones, tantôt je vous parlais de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Une chose qui est sûre, c'est qu'il a surtout conquise au nom de la couronne espagnole. Jacques Cartier a découvert l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, mais il a surtout conquis cette partie-là du territoire. Hein. Il y avait des gens qui étaient installés là depuis 10 000 ans là, avec le recul de la dernière glaciation, mais il y avait des communautés qui avaient migré déjà là, sur ce territoire-là et qui l'habitaient depuis longtemps. Cette conquête de l'Amérique, puis plus spécifiquement de l'Amérique du Nord-Est, a entraîné un grand bouleversement. Là. En environ 130-140 ans, okay, donc entre 1534, disons, et 1660, la mi-17e siècle, chez les populations autochtones québécoises, on parle d'environ 95 de baisse démographique. Là. C'est majeur. L'historien Denis Delage dit que le pays a été renversé par l'arrivée des Européens sur le territoire. Et ça, c'est principalement dû à quoi?
l'unification microbienne du monde. Hein. Il y a plein de nouveaux virus et de bactéries qui sont arrivés par les bateaux en même temps que les colons français. Et en étant exposés à ça, la variole, le choléra, des maladies qu'on ne connaissait pas ici, ben, ça l'a nécessairement affecté beaucoup. Okay? Donc, on peut parler d'un choc culturel, hein, le contact des cultures s'est opéré, mais aussi d'un choc structurel. Imaginez qu'en un peu plus de 100 ans, vous perdez à peu près 95 des membres de vos communautés. Là. Ça a vraiment instauré une dynamique spéciale là, avec la conquête de l'Amérique. D'ailleurs, Bernard Assinouis remet vraiment en question ce terme de conquête, hein, ce terme de découverte. Je considère que les Français n'ont jamais découvert quoi que ce soit sur notre continent. Ils ont été conduits par des gens d'ici qui connaissaient ce pays sur le bout de leurs doigts, et je m'insurge contre ces prétendus découvreurs. C'est très clair pour lui que sans les nations autochtones qui ont accueilli, pour la plupart du temps, avec une certaine bienveillance, les colonisateurs, bien, il n'y en aurait pas eu là, de colonies ici. Là. Ça va? Autre point qui est important d'aborder, pendant la période de la Nouvelle-France, okay, les relations entre les communautés autochtones du territoire du futur Québec là, et les colonisateurs français ben, se passaient quand même plutôt bien. Hein. On parle d'alliances militaires des Français avec les Hurons-Wendat, entre autres, pour se battre contre les Anglais, qui s'étaient eux alliés avec les Iroquois. On parle d'une importante économie qui s'est basée autour de la traite des fourrures, hein, le commerce des fourrures et le troc qui en découlait. À cette époque-là, les Premières Nations avaient l'impression de faire un bon coup hein, en allant chercher des carabines, des miroirs en échange de fourrures. Il y en avait beaucoup des fourrures. Mais l'argent s'est accumulé d'un seul côté. Hein. L'économie s'est renforcée où pendant ce temps-là? En Europe. Hein. L'argent des fourrures qu'on vient chercher ici, une colonie comptoir, on vient se servir, bien, c'est en Europe qu'elle fructifie. Donc, la puissance européenne s'est vraiment développée beaucoup grâce à ce commerce-là. En 1760, en 1660, okay? En 1660, pendant la période de la Nouvelle-France, donc à la mi-17e siècle, sur le territoire, il y avait 7 gars français pour une fille française en âge de se marier. Pensez-vous qu'il y en a eu des échanges, qu'il y en a eu des mariages avec des femmes d'origine autochtone? Bien oui, il y en a eu. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on a vraiment un mélange des cultures qui sont opérées là, pendant la période de la Nouvelle-France. Si bien qu'à un certain point, les Français de la colonie se sont mis à s'appeler des Canadiens ou un peu plus à l'est des Acadiens, qui étaient des termes qui étaient réservés aux Autochtones. Avant, c'était les Amérindiens qu'on appelait les Canadiens. Mais les Français de la colonie, se sentant différents des Français restés dans la mère patrie, se sont mis à s'appeler comme ça. Il y a véritablement une identité, disons, hybride là, qui est née pendant cette période de la Nouvelle-France. Donc, voilà pour les transferts culturels. Pendant la Nouvelle-France, finalement, les relations avec les Autochtones étaient somme toute positives. La conquête de l'Amérique, c'est aussi l'arrivée de la religion catholique sur le territoire de l'Amérique. Hein? Et ça, cette religion-là est passée par les pères jésuites, surtout des pères évangélisateurs, qui sont venus raconter la bonne nouvelle. Donc, qui sont venus la bonne nouvelle, je le mets en guillemets parce que c'est leur nouvelle à eux, là, c'est eux qui la trouvent bonne, sont venus diffuser la foi catholique. En imposant une nouvelle vérité face à ce qu'on considérait être des superstitions. Les cultures et spiritualités autochtones, selon les Jésuites, relevaient de la superstition. On l'a bien fait comprendre et la religion catholique s'est imposée assez rapidement chez les Autochtones. Hein. À force, on envoyait des Jésuites dans les communautés pour leur apprendre et cette conversion au christianisme s'est faite assez, somme toute, rapidement là, chez les Autochtones. Donc, on parle vraiment d'une assimilation culturelle qui commence, là, une volonté d'assimiler qui commence. C'est aux pères jésuites qu'on voit aussi l'invention du système des réserves. Okay? Ils se sont inspirés de leurs collègues qui sont allés plus en Amérique du Sud et qui avaient inventé le principe de réduction, donc un territoire réduit où on demande aux Autochtones de vivre pour pouvoir exploiter le reste du territoire. Okay? Donc, réduction dans ce sens-là. Il faut savoir que les Jésuites, à la base, en créant les premières réductions en Nouvelle-France, donc ce qui va devenir des réserves, ils n'avaient pas nécessairement en tête
tant d'assimiler les Autochtones, c'est avant tout l'idée de les protéger. Okay? Les protéger de quoi? Je pense aux Hurons-Wendat, qui originalement étaient, ils venaient des Grands Lacs, okay? Donc le lac Huron, vous connaissez. Bon, ils venaient des Grands Lacs. Dans les guerres contre les Anglais et contre les Iroquois, ils ont été décimés. Je pense, là, si ma mémoire est bonne, que c'est environ 300 Hurons là, qui restaient là, au moment où les Jésuites leur ont dit, regarde, venez proche de la ville de Québec, on va vous réserver des terres pour vous à Lorette, hein, ça veut dire la réserve autochtone de Wendake. Ça va? La réserve, le village Huron, pour ceux qui sont déjà allés visiter. Mais au point de départ, c'était pour protéger, finalement, pour donner, pour que ce peuple-là, qui était des alliés, puisse continuer à survivre. Mais rapidement, la réserve, ce n'est pas juste devenu quelque chose qui préserve, c'est devenu un lieu d'assimilation. On va en reparler un petit peu plus tard. On comprend donc qu'avec ce système de réserve, plutôt que, disons, des frères du pouvoir colonial français, les Autochtones, les membres des Premières Nations deviennent plutôt des enfants du pouvoir colonial. Okay? Ils sont mis sous tutelle là, dans ces réserves-là. Petite parenthèse pour dire, hein, j'essaie de vous montrer que l'image de l'Autochtone était quand même positive là, au début, là, pendant la Nouvelle-France. Sur le vieux continent, en France, qu'est-ce qu'on pense des premiers peuples à l'époque? Bien, on va s'en inspirer beaucoup pour forger les idéaux qui vont mener à la Révolution française, okay? D'égalité, de fraternité, de justice sociale. On va s'inspirer beaucoup des communautés autochtones de par ce qui nous est raconté par justement les missionnaires jésuites ou d'autres Français qui sont allés, disons, étudier ces communautés-là. On se rend compte que le monde politique chez les Autochtones se gère différemment du monde politique en France. On se rend compte qu'il y a des valeurs comme la propriété privée n'existe pas là, à l'époque. Donc, c'est très différent d'en France où le capital s'accumule, hein, où l'argent est très important dans ces années-là. Toute la philosophie des Lumières, dont vous avez peut-être déjà parlé en philo avec vos profs, hein, des gens comme Jean-Jacques Rousseau, vont vraiment s'inspirer des communautés autochtones pour développer leur propre philosophie, puis inspirer les Français vers la Révolution française. À l'époque, somme toute, c'est positif, les Autochtones. Il va se passer quelque chose d'important. Avec la conquête britannique, hein, la fameuse bataille des Plaines d'Abraham en 1759, la France perd sa colonie de la Nouvelle-France au profit des Anglais. En 1763, on va signer la Proclamation royale, hein, qui est un traité dans lequel on cède officiellement le territoire. La couronne anglaise, dans ce traité-là, s'engage à protéger les Premières Nations et à demander leur accord pour utiliser leurs terres, hein, pour aller s'installer sur leurs territoires ancestraux. Ces deux points-là vont pas être plus ou moins respectés, là, on ne se le cachera pas, mais à la base, il y avait quand même une bonne volonté. Tant que les relations avec les Autochtones ont été nécessaires pour le commerce des fourrures, entre autres, les choses se sont plutôt bien passées. Mais c'est au début du 19e siècle, vers 1820-1830, que le commerce des fourrures a commencé à être en déclin, okay? Et que, pas la Nouvelle-France, mais le Bas-Canada est devenu un futur pays qui repose plus sur l'agriculture et sur le commerce du bois. Pour le commerce du bois puis pour l'agriculture, les Anglais, administrateurs, avaient plus besoin des Autochtones et c'est à partir de là que le regard sur ceux-ci a commencé à changer. Même les Canadiens français, qui étaient autrefois alliés avec eux, ont commencé aussi à s'en dissocier. Ils étaient eux-mêmes minoritaires sur le territoire. Hein? Il y avait leur propre dossier, si vous voulez, à défendre. Donc, on a commencé à se dissocier à ce moment-là des Autochtones. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un regard plus réducteur là, qui a commencé à se poser sur eux. Lors de la création du Canada en 1867, donc ce nouveau pays, constitué de 4 provinces à l'époque, hein, le Dominion du Canada, lors de la création du Canada, ben, les premiers peuples sont complètement disqualifiés. Hein, ils ne font pas partie là, des peuples fondateurs, ce n'est pas nommé, ce n'est pas inscrit là, dans la Constitution. Donc, ils sont véritablement oubliés lorsqu'on crée ce nouveau pays-là. Dans la foulée de la création du Dominion du Canada, du pays dans lequel on vit, la responsabilité des nations autochtones va tomber sous le giron fédéral. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui va s'occuper de gérer les affaires autochtones. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place la fameuse loi sur les Indiens en 1876. C'est la loi qui officialise le système des réserves. C'est la loi qui
qui officialise aussi le fait que ça prend un numéro de bande. Il faut avoir un numéro de bande. Pour appartenir à une nation autochtone, ça nous prend un numéro. Il faut être considéré par la loi là, comme ayant assez de sang autochtone pour l'être. Cette loi-là, elle existe encore aujourd'hui, la loi sur les Indiens. C'est la loi encore qui régit. On n'a même pas adapté le titre là, pour le rendre plus poli ou plus acceptable. C'est encore la même loi aujourd'hui. Elle a été abrogée, modifiée à quelques moments. Je vais vous parler de ça. Et la loi, elle ne se le cache pas, la volonté, c'est d'assimiler les Autochtones. Idéalement, les gens devraient renoncer à leur statut d'Indien au sens de la loi. Je vous donne des exemples. À l'époque, un Indien qui s'est inscrit dans la loi, un Indien qui irait à l'université, qui aurait un diplôme universitaire, automatiquement, il va perdre son statut d'Indien. Il n'a plus besoin de ce statut-là. Il est rendu un citoyen majeur. Ça va? Même chose. Il faut dire que ça a eu un effet contraire quand même. De rassembler les nations autochtones dans un territoire limité, ça a eu l'effet de renforcer le sentiment de fierté nationale, peut-être. Ça a eu l'effet aussi de renverser la courbe démographique. Jusqu'à là, les Autochtones étaient en train de diminuer en nombre sur le territoire, puis tout d'un coup, la courbe démographique s'est mise à remonter. Donc, il y a une certaine vitalité qui a repris. Puis pensez-vous qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui ont voulu s'émanciper, ça c'est le terme légal pour dire renoncer à son statut, renoncer à son identité, puis devenir Canadien-Français? Ben non, il y en a peut-être environ 200 dans ces années-là. Je parle d'environ sur un siècle et demi là, qui ont renoncé volontairement ou involontairement à leur statut. Là. Ça va? Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans le discours social québécois, l'Autochtone est devenu la figure principale d'altérité. C'est quoi l'altérité? C'est un concept en psychologie qui est quand on regarde nous, les gens comme nous, puis qu'on se compare à l'autre, celui qui est différent de nous. Donc, dans le concept d'altérité, il y a le concept de différence. On catégorise les autres par leur différence. Je vous donne un exemple. Il y a un répertoire en littérature québécoise qui a été fait du personnage de l'autre dans le roman québécois, des origines de la littérature québécoise jusqu'à 1970 environ. Okay? Et ce répertoire-là démontre que dans la littérature québécoise, l'autre, c'est presque toujours l'autochtone. Des fois, on va le mythifier, on va le glorifier, comme quelqu'un qui sait vivre dans la nature, chasser, pêcher. Donc, on le montre comme grand et puissant, l'Autochtone. Mais la plupart du temps, c'est un regard réducteur, c'est un regard négatif qui est posé sur celui qu'on qualifie dans la littérature québécoise trop souvent de sauvage. C'est plus la sauvagerie, l'incompréhension qui va marquer cette figure de l'autre-là. Serge Bouchard, l'anthropologue que vous connaissez peut-être, qui animait beaucoup d'émissions à Radio-Canada, disait ceci, pour le blanc, encore une fois, c'est ses mots à lui ici, pour le blanc, il n'y a toujours qu'un seul Indien, celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a inventé. Comme de quoi, vous avez peut-être déjà entendu aussi en psychologie que l'identité souvent se construit dans le regard que l'autre va poser sur nous. Souvent, on en vient à être ce que les gens veulent qu'on soit. Le regard de l'autre, c'est difficile des fois de faire comme si les autres ne nous regardaient pas, ne nous voyaient pas de telle façon. Bon. Pour le blanc, il n'y a qu'un seul Indien, celui qui l'a inventé. Ça veut dire, Serge Bouchard, qui a beaucoup fréquenté les communautés autochtones, que les Euro-Canadiens, ils ne les connaissent pas finalement, les Autochtones. C'est ce qu'il veut dire par là. Ils ne les connaissent pas réellement. Bien justement, 1970, il se passe quelque chose. Le gouvernement fédéral, 1969, pardon, le gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau, un gouvernement libéral, veut mettre en place une politique multiculturaliste. Dans le fond, toutes les cultures sont bienvenues au Canada. Il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. Et en ce sens, ils veulent mettre un terme à la loi sur les Indiens, à ce principe-là. Okay? 1969, il y a un texte de loi qui est proposé pour abroger, pour annuler la loi sur les Indiens. C'est ce qui va susciter le réveil autochtone dans les années 70. Les gens ne veulent pas perdre ce statut particulier. Ils ont peur qu'avec la fin des réserves, ce soit la fin de leur culture, qu'ils se noient dans la société canadienne, finalement, dans une culture très forte et de gens qui sont très nombreux. Donc, ça va susciter l'indignation et c'est là que va commencer le mouvement de prise de parole autochtone. Pour la première fois, on va refuser d'être l'autre. L'autre, ça va devenir le Canadien français ou le Canadien anglais. Ça va devenir le colonisateur. Les Autochtones décident de parler d'eux, par eux-mêmes, pour eux-mêmes.
C'est le cas de l'écrivaine, de l'autrice Anne Antané-Capèche, qui est d'origine Innu, hein, sur la basse Côte-Nord, sur la Côte-Nord, pardon. Elle a écrit un texte où, dès le titre, on sent cette volonté d'être subversive, hein, disons, de renverser l'ordre établi des choses. Tout d'un coup, le mot sauvagesse, hein, dans son livre Je suis une maudite sauvagesse, devient assumé. Vous me voyez comme une sauvagesse, vous me faites une critique de moi, vous avez un regard réducteur sur moi. Je vais vous montrer que je suis une maudite sauvagesse en colère. Hein. Donc, elle se met à dénoncer. Par ce titre-là, qui est volontairement choquant, elle s'adresse finalement aux colonisateurs pour expliquer ce qui ne fonctionne pas puis ce qui devrait être changé là, dans le rapport qu'on entretient entre nations sur le territoire québécois. C'est aussi dans ces années-là que Bernard Assinouis, dans le même mouvement de prise de parole, va se mettre à écrire. Bernard Assinouis, c'est lui que vous voyez sur la prochaine photo. Né en 1935, mort en 2000, Assinouis, je vais vous faire un petit peu sa biographie. Il est un Autochtone qui a toujours vécu hors réserve. Okay? Donc, c'est important de le mentionner. Là, le père de Bernard Assinouis avait des origines... en fait, c'était un Algonquin, okay? Donc un mélange entre un Algonquin et un Cri. Donc, c'était un membre des Premières Nations, mais pour donner une chance, je le mets encore une fois entre guillemets parce que c'était son impression, pour donner une chance à sa famille et à ses enfants, il a décidé d'aller s'installer à Longueuil pour que ses enfants mènent une vie normale, entre guillemets, hein? Une vie comme les Canadiens la vivent. Ça va? Donc, il s'est installé à Longueuil. La mère de Bernard Assinouis, elle est d'origine québécoise, mais elle a quand même une descendance algonquine, elle aussi. Bernard Assinouis, il dit que c'est vers 7 ans ou 8 ans qu'il a réalisé qu'il était autochtone. On ne lui a jamais parlé de la culture autochtone avant ça. Il a réalisé que ses parents ont tenté de lui cacher quelque chose pour le protéger de quelque chose. Mais le protéger de quoi? Bien, justement, de ce regard réducteur qu'on poserait peut-être sur lui. Bernard Assinouis a fait quand même des brillantes études en génétique animale, okay, donc une branche de la médecine vétérinaire. Il a étudié après ça en administration publique. Ça va l'amener à travailler sur le plan professionnel. Il n'a pas travaillé en médecine vétérinaire, finalement. Il a travaillé beaucoup dans la fonction publique fédérale, entre autres au ministère des Affaires autochtones. Donc, déjà là, hein, les questions autochtones étaient importantes à ses yeux. Il a eu quand même une carrière où il a été très connu là, de son vivant. Il a été conservateur du musée, de la section autochtone du Musée des civilisations de Hull. Donc, encore une fois, la notion d'être autochtone est au centre de cette activité-là. Il a fait partie, il a été en fait président de certaines alliances autochtones hein, dans les années 70-80 pour rassembler ces nations-là ensemble autour de causes communes. Donc, c'est un activiste politique, le Bernard Assinouis. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est pas tout. Il a travaillé à Radio-Canada comme animateur de radio. C'était quoi son sujet, vous pensez-vous? Les cultures autochtones à la radio. Il a été réalisateur d'émissions aussi de radio qui mettaient les Autochtones à l'honneur. Donc, la composante autochtone de son identité s'est mise à être super importante. Tellement importante que dans les années 70, il s'est dit, je ne peux pas rester silencieux, je dois écrire, je dois prendre la parole pour écrire. Il va écrire beaucoup, au début, des transcriptions à l'écrit de légendes traditionnelles. Il veut faire connaître la culture algonquine en racontant ces légendes, en racontant ces grands mythes, les mythes de cette nation-là. Après ça, Bernard Assinouis va écrire beaucoup d'albums pour enfants, pour faire comprendre les Autochtones autrement que par les livres d'histoire traditionnelle où on les montre comme des scalpeurs de missionnaires. Là. Ça va? Donc, des livres pour enfants, pour mieux faire comprendre les cultures autochtones. Ensuite, il va écrire Le Bras coupé, qui est le premier roman à avoir été écrit par un Autochtone au Canada. C'est le premier roman écrit par un Autochtone au Canada. C'est pas rien, ça. C'est un point de bascule. C'est le premier, mais c'est pas le dernier hein, qui va prendre la parole par cette forme-là. Il va écrire une pièce de théâtre, il va écrire environ 3 ou 4 autres romans par la suite. Il va écrire, tout touche à la question de ce qu'il appelait l'indianité ou ce qu'on pourrait dire aujourd'hui l'autochtonité. Il a écrit des livres de médecine traditionnelle autochtone, il a écrit des lexiques historiques sur les noms géographiques qui sont d'origine autochtone au Québec. Il a écrit des livres sur, j'étudie les plantes médicinales, sur les techniques de chasse et pêche. Bref, il écrit environ une trentaine d'ouvrages, puis à chaque fois, le sujet, c'est la composante autochtone de son identité. C'est pas pour rien que les critiques littéraires à l'époque le surnomment le guerrier des mots, hein, celui qui tente de résister. Un guerrier, ça se bat. On a l'impression que Bernard Assinouis, c'est quelqu'un qui se bat par les mots. Lorsqu'il décide de prendre la plume, il se rend compte qu'il y a quelque chose de paradoxal. Il s'appelle Bernard Lapierre.
C'est le nom que son père a donné à la famille. Il a traduit le nom Assiniwi en Lapierre pour que ça sonne canadien-français, hein, pour que ce soit plus facile pour ses enfants à l'école, pour pas que ses enfants se fassent écœurer à l'école par les Canadiens français. Bernard Assiniwi dit « ça n'a pas de bon sens, on est en train de me priver d'une partie de mon identité ». Il reprend le nom officiel de la famille, le nom Assiniwi, et c'est sous ce nom d'auteur-là qu'il va se faire connaître. Ça va? En fait, Bernard, il s'appelait Bernard Lapierre Assiniwi, mais le plus souvent, Assiniwi était abandonné. Il va garder qu'Assiniwi, qui est une traduction en langue algonquine. En tout cas, ça vient de roche, de pierre, justement. C'est un nom que son père avait inventé. Ça va? Lapierre. Bernard Assiniwi, dans un essai qu'il a écrit pour expliquer sa prise de parole, mentionne ceci. « J'avais 12 ans. » Donc, à l'adolescence, au passage à l'adolescence. J'avais 12 ans lorsque j'ai décidé que ma parole serait toute ma vie, que ma parole serait désormais mon identité et que plus jamais personne ne serait autorisé à la mettre en doute. Je venais de décider que tout ce que je ferais de ma vie se rapporterait à qui je suis. Ça va? Donc, vous comprenez le titre de ma conférence, La parole identitaire de Bernard Assiniwi. C'est justement, il le dit lui-même, son identité, cette identité qui est sous tension, hein, lui, qui a appris quand même assez tard qu'il était autochtone, qui a l'impression qu'il y a une partie de sa vie qui lui a été cachée, cette identité-là va devenir au cœur, va devenir le moteur de son activité créatrice. Les objectifs de sa carrière littéraire et de sa carrière professionnelle, redresser l'image des Autochtones dans la société québécoise, retrouver la fierté culturelle que son père avait perdue. Pourquoi son père n'était pas fier d'être Indien? Il fallait qu'il comprenne ça, puis il fallait qu'il soit subversif par rapport à ça. Il fallait qu'il retrouve cette fierté-là et qu'il la retransmette, cette fierté-là. Et c'est ce qu'il a tenté de faire. Au début de son Histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada, donc ce livre d'histoire qu'il a écrit, il dit ceci à ses lecteurs. « À toi qui lis ce livre, que tu sois Indien comme moi par ton sang ou par ton choix, c'est intéressant ici, il est en train de nous dire que l'identité, ça ne repose pas sur un texte de loi comme la loi sur les Indiens. On se sent autochtone. Hein? L'identité, c'est quelque chose qui est construit. On s'identifie comme autochtone, peu importe ce que la loi en pense. En tout cas, c'est ça dans le cas de Bernard Assiniwi. Que tu sois comme moi Indien par ton sang ou par ton choix, ce qui suit te concerne directement, car il est bien important que tu saches qui tu es. C'est important que les Autochtones sachent qui ils sont. C'est pour ça qu'il écrit ce livre. Et si tu es de descendance européenne, cela te concerne aussi directement, car il est grandement temps que tu saches qui je suis. Il est grand temps que tu m'entendes parler de moi-même pour la première fois. Bon. Donc, c'est le début d'une littérature autochtone écrite à partir des années 70. Quels seront les grands sujets abordés dans cette littérature autochtone-là? À chaque fois qu'un auteur prend la parole, il décide de devenir le sujet, la personne qui s'exprime. Le sujet dans une phrase, c'est la personne qui fait l'action du verbe. Devenir le sujet d'un texte, c'est être la personne qui l'écrit, qui parle. On veut devenir sujet et non objet. On ne veut pas être l'objet dont on parle, on veut être l'objet qui parle, le sujet qui parle. Donc, la littérature va être utilisée pour demander réparation. La littérature va être demandée pour reprendre le contrôle sur une destinée qui n'appartenait pas aux peuples autochtones. La littérature va devenir un lieu d'une reconstruction de quelque chose qui a trop longtemps été minorisé, diminué. Ah, tantôt, je me suis devancé, là, je vous ai parlé déjà, donc, en 69, le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau qui voulait abolir la loi sur les Indiens, un peu pour assimiler les Autochtones à la société dominante. En 1982, un peu plus de 10 ans plus tard, le mouvement de contestation autochtone était tellement fort qu'ils sont revenus sur leur décision et qu'ils n'ont pas touché à la loi et qu'ils l'ont gardée et qui ont même rajouté des mesures pour préserver les identités autochtones à travers cette loi-là. Donc, à partir de 1982, il y a eu des petites modifications qui ont été apportées à la loi pour la rendre plus juste, si vous voulez. Bien que le titre soit encore un petit peu bizarre, déconnecté, on l'a rendu plus juste. Bernard Assiniwi, il représente bien, on voit bien cette volonté là, que les nations autochtones ne s'éteignent pas, hein, qui ne meurent pas, qui ne s'éclipsent pas. Entre autres, quand il écrit en 1996 la saga des Beothuk. Connaissez-vous la nation Beothuk? On ne les connaît pas, les Beothuk, mais pourtant ils ont existé. C'était la nation autochtone qui vivait, la première nation qui vivait sur le territoire de l'île de Terre-Neuve. Les Beothuk, en 300 ans, donc entre les premiers contacts avec John Cabot, Jean Cabot, explorateur anglais, et la création du Canada, ils ont été éliminés. Là.
Cette nation-là est disparue. On parle d'un véritable génocide. Oui, il y a eu le contact microbien, hein, la question des maladies qui a affecté beaucoup cette communauté-là, mais il y a surtout eu des violences extrêmes qui ont été faites contre cette communauté-là. À l'époque, il y avait un sport qui était la chasse aux Red Indians. Okay? Donc, on ramenait un scalp d'Autochtones, de Beothuk, et on se faisait donner un montant d'argent par la couronne, par le représentant de la couronne. C'est pas rien. C'est une partie de l'histoire qu'on ne raconte pas. Moi, quand j'ai fait mes cours d'histoire au secondaire, là, on ne m'a pas parlé des Beothuk qui ont été massacrés. Là. On ne m'a pas parlé de ça. C'est ça que Bernard Assinui dénonce. En écrivant ce livre-là, qui est un roman pour un public adolescent, un roman jeunesse, mais qui est quand même bon pour les adultes, là, si l'histoire vous intéresse, en écrivant ce roman-là, Bernard Assinui renverse la situation. Hein? Il reprend le droit à la parole pour raconter l'histoire de ceux dont on ne parle pas. Ça va? Un poème du poète huron Jean Sioui. Pour faire comprendre cette volonté de résister là, des Autochtones, ça peut tenir en deux lignes. Le pas de l'Indien est léger. Hein? On dit que les Premières Nations, lorsqu'ils marchent en forêt, elles ne se font pas entendre par le gibier. Ça fait partie un peu de la mythologie autochtone. Le pas de l'Indien est léger, mais son empreinte est ineffaçable. La trace qu'ils ont laissée sur le territoire ici, puis l'importance des nations autochtones dans la construction d'un pays, elle est ineffaçable. Ça aussi, ça contribue à une volonté de ne pas s'éteindre, ce petit poème-là. Donc, la fameuse loi sur les Indiens, ça va devenir une source d'indignation que les auteurs vont beaucoup aborder dans leurs textes. Hein. Tantôt, je vous parlais de l'émancipation. La loi prévoit un mécanisme d'émancipation. Il y a l'émancipation, ça veut dire on perd le statut d'Indien au sens de la loi. On n'a plus le droit de vivre en réserve au sens de la loi. La loi, à l'époque, dans les débuts, prévoit que les Autochtones sont des citoyens mineurs, que les Amérindiens, les membres des Premières Nations, les Indiens, au sens de la loi, sont des citoyens mineurs. Comme mes enfants, par exemple, ils n'ont pas de droit de vote. Ils n'ont pas le droit d'acheter une maison. Ils n'ont pas le droit de commercer ailleurs que sur la réserve. Ils n'ont pas le droit de faire des études universitaires, ou s'ils en font, ils vont perdre leur statut. Ça va? Donc, c'est assez ségrégationniste. Là. Je comprends qu'on ait le besoin de s'ériger contre ça. Une autre des grandes injustices de cette loi-là qui va être dénoncée par les auteurs, c'est que le statut d'Indien, au sens de la loi, se passe par le sang du père. La mère est complètement évacuée de ça. C'est-à-dire que si vous êtes une femme autochtone qui marie un blanc, ben, vous perdez votre statut d'indienne et vos enfants ne seront pas indiens non plus au sens de la loi. Mais à l'inverse, si vous êtes un homme indien qui marie une Québécoise, elle va devenir indienne lors de votre mariage, au sens de la loi, et ses enfants vont devenir indiens. Vous voyez l'injustice? Okay? Bernard Assinui, il va en parler de cette injustice-là dans un recueil de nouvelles qui s'appelle « Ikwe, la femme algonquienne », où il s'intéresse justement au sort de cette femme de la nation algonquienne des origines jusqu'à son époque d'écriture, jusque dans les années 90, dans ce cas-ci. Ikwe, ça vous dit quelque chose comme nom? C'est la femme de Minji Mendam, le personnage principal du roman Le Bras coupé. Ikwe, c'est un terme générique, un terme symbolique qui représente toutes les femmes de la nation algonquine, finalement. Ça va? Donc, ce n'est pas pour rien que je choisis ce titre-là dans Le Bras coupé. Là, c'est le nom par excellence pour parler d'une femme, disons, générique. Là, bon. Donc, dans la nouvelle Florence était belle, c'est justement l'histoire de Florence qui fait un cours en secrétariat, qui va tomber amoureuse de son patron, qui est un Québécois, qui va avoir 3 enfants avec lui. Donc, en étant mariée avec un non-autochtone, elle va aller vivre en ville. Ses enfants parlent la langue. Ses enfants connaissent la culture de leurs grands-parents, mais ne sont pas considérés comme des Indiens au sens de la loi. Le couple va se séparer. Ça va mal, ils se séparent. Elle veut revenir dans sa communauté. Elle n'a plus le droit d'y aller. Elle n'a plus le statut d'Indien. Ses enfants ne l'ont pas. Mais paradoxalement, sa belle-sœur est une Québécoise qui a marié son frère, qui, lui, est Indien. Sa belle-sœur a le droit de vivre sur la réserve. Les enfants ne parlent pas la langue. Les enfants ne connaissent pas la culture, mais vivent sur la réserve eux aussi. Vous voyez le paradoxe que cette loi-là a créé dans la vie des gens.
Donc, le personnage de Florence dans la nouvelle, pendant 30 ans, elle va militer pour faire changer la loi. Et en 1985, elle va réussir à la faire changer. La loi va être modifiée pour qu'il n'y ait pas d'exclusion par le sang de la mère, là, pour que ça se termine, ce régime-là. Ça va? Donc, vous voyez, Bernard Assignoui, j'essaie de vous parler de différents de ses écrits pour que vous compreniez qu'il est toujours dans une optique de résistance, de faire savoir les injustices qui sont rencontrées, de montrer comment les nations autochtones ont été assujetties à la nation dominante, si vous voulez. Parlons-en un petit peu des pensionnats autochtones, là. C'était une de ces façons d'assimiler. Hein. La devise, là, la philosophie des pensionnats autochtones, c'était, je vous l'ai mis en citation, de tuer l'Indien dans l'enfant. Le but n'était pas de tuer les enfants, il y en a quelques-uns qui sont morts quand même. Tuer la culture indienne, tuer cette appartenance à une communauté dans l'enfant, en leur faisant apprendre la langue française ou la langue anglaise, en leur faisant apprendre la religion catholique, en leur laissant croire que leur spiritualité était des superstitions. Ça va? Les pensionnats autochtones, ben, il y a eu beaucoup de sévices psychologiques, physiques, sexuels qui ont été commis. Et ça, en cela, la Commission Vérité et Réconciliation, en 2015, dans son rapport final sur les pensionnats autochtones, a considéré qu'il s'agissait véritablement d'un génocide culturel. Un génocide, c'est quoi? C'est quand un peuple essaye d'éradiquer un autre peuple, quand une culture disparaît au profit d'une autre. Donc, c'est un instrument de génocide, les pensionnats autochtones. Le dernier pensionnat a fermé en quelle année? 1996. C'est pas si loin que ça dans l'histoire, là. C'est pas si loin que ça dans l'histoire. Joséphine Bacon, qui est une poétesse de la Côte-Nord, qui est née à Bétiamit, proche de Bécomo. Okay? Dans un poème, elle parle de son expérience, de façon très imagée, là, elle parle de son expérience des pensionnats. « Mon enfance n'a de visage que les coups reçus, muettes, face au soleil levant. Que reviennent les premiers pas de la saison de ma naissance. » Dans ce poème-là, Joséphine Bacon, ce qu'elle réclame, c'est le droit de recommencer à exister, d'être résiliente, de pouvoir vivre à nouveau après cet épisode de son enfance qu'elle a vécu, là, celui des pensionnats. Ça va? Hein? Donc, de laisser ce traumatisme derrière pour se reconstruire, pour ressurgir comme une fleur après un hiver enneigé, là, qui va... bon. Joséphine Bacon, dans son recueil s'appelle « Bâton un message, Tisunua Titakana ». Vous voyez, dès le titre, elle a la volonté de s'adresser à la fois aux Québécois en français, hein, au peuple majoritaire, si vous voulez, et à son peuple à elle, parce qu'elle écrit chacun de ses poèmes, comme le titre, elle écrit chacun de ses poèmes d'un côté des pages, j'ai ici d'ailleurs là, son recueil, d'un côté, elle écrit ses poèmes en Innu, de l'autre côté, elle écrit en français. Elle veut s'adresser à la fois à son peuple et à la fois aux majoritaires, aux Québécois, pour susciter une prise de conscience de part et d'autre. Le titre de son recueil est assez symbolique aussi, « Bâton un message ». Les bâtons un message dans la tradition Innu. Les Innus sont de tradition nomade. Donc, l'été, ils venaient pêcher proche du fleuve et l'hiver, ils remontaient dans le nord, dans leurs terres ancestrales, là, pour aller chasser le gibier. Okay? Qu'est-ce qui arrivait quand les petits groupes se séparaient, partaient dans le nord à la recherche de gibier, puis qu'il n'y en avait pas de gibier? Bien, on avait inventé un système pour se dire que dans cette direction-là, c'est la famine, il n'y en a pas de caribou. Alors, nous avons décidé d'aller dans cette direction-là parce qu'on a l'espoir de trouver quelque chose de mieux. Okay? Fait que les bâtons, c'était des bâtons qu'on dressait, on pointait dans une direction, c'était la direction à ne pas aller et la direction que les autres ont décidé de suivre. Joséphine Bacon, ce qu'elle essaie de faire, c'est, en tant qu'ancienne de la nation Innu, finalement, montrer la direction dans laquelle il ne faut plus aller, hein, puis montrer qu'il y a quelque chose de peut-être plus lumineux, qu'il y a de l'espoir dans l'autre direction. Fait que sa poésie, finalement, est quand même lumineuse, là. Elle est quand même optimiste, Joséphine Bacon. Elle est résiliente. Puis finalement, cet autre que longtemps était l'Autochtone, ben, ça vient aussi avec un certain racisme dans les dynamiques relationnelles entre les Québécois et les nations autochtones. Et ça aussi, dans la littérature autochtone, on en parle beaucoup de cette question-là, là, du racisme. Qu'il soit un racisme individuel, un individu au comportement déplacé envers quelqu'un qu'il considère inférieur,
ou que ce soit un racisme institutionnel, donc des institutions qui traitent différemment les Autochtones des Québécois. Donc, la question du racisme systémique a quand même été beaucoup abordée dans les médias dans les dernières années. Là. Bien, c'est quelque chose qui a été abordé aussi par Bernard Assinui. Hein. Donc, je vous ramène toujours à lui. Dans une nouvelle qu'il a écrite dans un collectif de nouvelles sur le racisme en 1996, il a dénoncé le racisme subi par certains fonctionnaires. Lui-même était fonctionnaire dans la fonction publique fédérale à ce moment-là. Donc, il a baptisé son texte « Imbécile je suis, imbécile je reste ». Vous comprenez que dans le mot « imbécile », c'est le mot indien au sens de la loi qui a été remplacé par imbécile, hein, parce qu'il y a des gens qui les considèrent comme inférieurs. Il a utilisé un mot inférieur pour se décrire, pour que ce soit volontairement choquant. C'est l'histoire d'un fonctionnaire du gouvernement fédéral qui change de patron, puis son nouveau patron, ainsi que l'équipe qu'il va mettre en place, considère que lui, puis ses quelques collègues autochtones, sont moins bons que les autres, parce qu'ils sont autochtones. Donc, va s'en suivre des épisodes de harcèlement qui vont s'étaler sur plusieurs années. Et c'est un texte qui est assez radical. Autant dans Le bras coupé que vous avez lu, vous avez un personnage qui décide de commettre des assassinats, là, un personnage qui va faire des actions radicales. Bien, autant dans cette nouvelle-là, le personnage, c'est par la violence qu'il va décider de réparer une injustice qu'il est en train de vivre. Lui, que personne n'écoute, lui, ni les syndicats, ni les autres membres des directions. Il y a comme un racisme systémique qui s'est instauré. Et il va y répondre à ce racisme-là, malheureusement, par la voie de sa carabine de chasse. Ça va? Donc, c'est un texte assez difficile à lire, là, assez cru, mais qui nous montre encore une fois que Bernard Assinui, si des fois il est intense, hein, il est radical, si vous voulez, dans les propos, bien, il dénonce des réalités qui sont vraies, par contre. Pour les Autochtones, il y a un lien qu'on ne peut pas nier avec le territoire. Le mot autochtone, hein, je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il vient de la terre. Il y a un lien organique avec le territoire chez les Autochtones. Au-delà des réserves, là, cette appartenance au territoire nord-américain, à des terres ancestrales, est super importante. Et il y a eu plein d'enjeux là, où les territoires autochtones ont été bafoués par, entre autres, des compagnies minières ou par des gens qui ont décidé de faire d'exploration pétrolière. Bref, la question du territoire est toujours, ou des barrages hydroélectriques sans le consentement des Premières Nations. La question du territoire est toujours importante chez les Autochtones. Je vous ramène à un autre poème de Jean Sioui. Dans ces temps, donc aujourd'hui, on nous donne des droits artificiels sous réserve. Hein? Sous réserve, on a des droits qui sont artificiels. Dans nos temps, hein, jadis, on possédait des droits naturels sans réserve, à l'infini finalement. Donc, cette idée d'être confiné sur une petite parcelle de territoire est aussi décriée, est aussi traitée dans la poésie autochtone. C'est un autre aspect important de celle-ci. Finalement, c'est mon dernier aspect avant de tomber dans Le bras coupé de Bernard Assinui un petit peu plus en profondeur. Là, je suis dans les temps, je m'étais donné un 25 minutes pour parler d'Assinui après. Il y a des problèmes sociaux hein, dans les réserves autochtones, et ça aussi, ça fait partie des choses que les auteurs ont envie d'aborder comme sujet. Ils veulent traiter avec un certain réalisme de ce qui se passe chez eux. Écoutez, nous, on connaît plus les communautés autochtones qui sont proches de nous. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont Wendat, hein, qui vivent à Wendake, qu'on appelait avant le village Huron. Puis, ils mènent une vie qui ressemble beaucoup à la mienne, là, pour être honnête. Là. On travaille dans le même genre de milieu. Mais si on monte un peu plus dans le nord, là, il y a des communautés qui ne sont pas desservies en eau potable. Il y a des communautés où il y a très, très peu de services sociaux. Là. Il y a des communautés où il existe une misère qui est beaucoup plus grande. Là. Et il y a des auteurs qui veulent aborder cette question-là. La misère sociale, c'est aussi, somme toute, une adaptation qui a été difficile à un changement de mode de vie rapide. Imaginez que sur 50 ans, vous passez de nomades qui vont chasser l'hiver puis qui reviennent l'été pêcher à des sédentaires qui doivent vivre sur une petite parcelle de terre dans des maisons fournies par l'État. Là. C'est un changement de mode de vie drastique et ça peut amener une espèce de perte de repères. Et ça, souvent, ça va amener des problèmes sociaux sur les réserves. L'alcoolisme, l'oisiveté, le chômage, l'obésité, le diabète, il y a plein de maladies ou de formes de misère humaine comme ça qui sont exacerbées, qui sont plus grandes sur les réserves qu'ailleurs au Canada. Les taux de chômage sont beaucoup plus grands. Chez les Autochtones des prairies, je pense que c'est jusqu'à 70 % dans certaines réserves des gens là, qui n'ont pas d'emploi. Là. C'est grand.
Le mal de vivre est présent aussi sur dans plusieurs communautés. Mal de vivre qui amène des fois à des gestes autodestructeurs. Savez-vous qu'un jeune autochtone du Canada a 6 fois plus de chances de poser un geste autodestructeur qu'un jeune Canadien? Ça va? 6 fois plus de chances de se suicider ou de commettre une action qui va entraîner sa mort? Savez-vous que les Autochtones du Canada ont le plus haut taux de suicide au monde? Okay. Savez-vous que... je pense que c'est assez frappant là, comme statistique. J'en aurais d'autres. Mais il y a donc quelque chose. Hein, il y a donc quelque chose. Et les auteurs autochtones en parlent. Et souvent, ils vont identifier cette source de mal de vivre comme étant ce passage trop rapide de la tradition à la modernité, cette perte de repères-là. Bernard Assinui, dans sa seule pièce de théâtre qu'il a écrite en 1983, Il n'y a plus d'Indiens, il raconte justement une histoire d'un homme, un chef de clan, le chef d'une bande autochtone, Fred Pizindawatch, qui est très apprécié des siens, qui est un représentant un peu de la tradition en tant que chef de bande, chef du conseil de bande. Là, donc, vous voyez comme le maire, c'est comme l'équivalent d'un maire, si vous voulez, là, dans un village. Là, bon. Il y a une compagnie minière qui décide de venir faire de la prospection minière sur le territoire. Fred Pizindawatch, pour lui puis pour les gens du conseil de bande, c'est impensable qu'encore une fois, les intérêts économiques passent avant le territoire. Donc, il se soulève contre l'arrivée de cette mine-là. Puis il se rend compte que les jeunes ne sont pas contre eux, parce que ça va peut-être leur donner des emplois, parce que peut-être que ça va justement donner un sens à leur vie de pouvoir s'investir dans... ils ont des cours, par exemple, d'opérateurs de machinerie lourde, mais ils n'ont pas de job. Ils aimeraient mieux avoir une job. Il y a comme cette tension, tout d'un coup, entre les traditionalistes et les modernes dans la communauté qui vont amener, finalement, Fred Pizindawatch, à la fin, je vous gâche un peu le punch, mais à s'enlever la vie parce qu'il va être en perte de repères. Ça, pourquoi il s'est toujours battu, tombe tout d'un coup. Donc, voilà, Il n'y a plus d'Indiens, la pièce de théâtre. Naomi Fontaine, une romancière de Ouachat, près de Sept-Îles, donc c'est une Innu, parle avec une délicatesse, mais avec aussi une franchise de ce qui se passe là, dans sa communauté. Je vous lis un passage de son œuvre « Kwesipan ». « J'aimerais que vous la connaissiez, la fille au ventre rond, celle qui élèvera seule ses enfants, qui criera après son copain qui l'aura trompée, qui pleurera seule dans son salon, qui changera des couches toute sa vie, qui cherchera à travailler à l'âge de 30 ans, qui finira son secondaire à 35, qui commencera à vivre trop tard, qui mourra trop tôt, complètement épuisée et insatisfaite. Bien sûr que j'ai menti, j'ai mis un voile blanc sur ce qui est sale. » Naomi Fontaine, qui est une jeune romancière née en 87, donc ça lui donne quoi, ça, 36 ans peut-être? Naomi Fontaine, dans ce texte-là, elle parle avec des mots, hein, quelque chose de beau, avec quelque chose un voile blanc, hein, quelque chose qui est beau. Elle parle de quelque chose qui est difficile, de quelque chose qui est cru, la réalité sur sa communauté, dans sa communauté. Ça va? Parlons du bras coupé. Il est quelle heure? Il était 10. Je vais aller vite un peu, mais là, on plonge dans quelque chose que vous avez lu. Hein? Vous avez compris l'émergence d'une littérature autochtone du Québec. Vous avez compris que c'est lié à une volonté de dénoncer. Bon, Le bras coupé de Bernard Assinui. Je vous l'ai dit, premier roman écrit par un autochtone au Canada. C'est pas rien. C'est le coup d'envoi de quelque chose qui va devenir grand, de quelque chose qui va devenir la littérature autochtone. L'action se passe en 1873, environ, donc, c'est pas tout à fait écrit, je pense que c'est dans une note de bas de page là, que vous avez cette date-là, vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais on est vraiment dans la dernière moitié du 19e siècle. L'action se passe à Pointe aux Algonquiens, qu'on appelle aussi Manitoaki, qu'on appelle aussi le campement d'été des Amikinini, donc de ce groupe-là, de cette communauté algonquine. Ça va devenir la future réserve que je vous ai montrée tantôt, Kidigan-Zibi. Okay? À ce moment-là, elle n'a pas encore ce statut-là, mais ce campement-là d'été, il y a quelque chose de spécial. Les Algonquins sont nomades, c'est leur campement d'été, ils viennent proche de la rivière pour pêcher. Il est de moins en moins un campement d'été. Hein. C'est de plus en plus un lieu où les gens s'installent et restent. Minji Mendam est un des seuls qui gagne encore sa vie comme trappeur là, en respectant les traditions ancestrales. À côté de Pointe aux Algonquins, vous avez le village des coupeurs de bois. Hein? Donc, quand on plonge dans le bras coupé, on plonge dans une économie de traite de bois. Donc, on coupe des arbres, on transforme le matériau, on renvoie ça en ville. Bon. Donc, le commerce des fourrures cède tranquillement la place
au commerce du bois à l'époque. Le village des coupeurs de bois, c'est un village qui est en train de se construire, qui est tout récent. On dit que les premiers missionnaires sont apparus il y a à peu près 20 ans, selon Berthe Côté, un des personnages de l'histoire. Donc, dans ce village-là, c'est la future ville de Maniwaki là, que vous pourriez trouver sur une carte aujourd'hui, à côté de la réserve autochtone Kitigan-Zibi. Vous avez, dans le bras coupé, une minorisation qui est comme à 2 paliers. Hein. On pourrait dire que les patrons anglais, écossais, irlandais ils incarnent le côté majoritaire. Hein. Ils imposent la loi, ils imposent l'ordre, c'est les décideurs, et ils ne sont pas toujours corrects. Là. Vous l'avez lu comme moi, ils ne sont pas toujours respectueux. Vous avez les Français, hein, donc les Canadiens français, qui, eux, sont minorisés parce qu'ils sont confinés à des emplois de subalternes. Ce n'est pas eux les patrons, c'est eux les employés. Hein, c'est eux qui sont les salariés qui travaillent à ce commerce du bois-là. Donc, on voit qu'il y a des conditions économiques différentes déjà. Donc, minorisation à un premier palier. Les Canadiens français sont minorisés par rapport aux Anglais. Comme c'est souvent le cas dans la littérature québécoise, c'est quelque chose qui a été dénoncé dans la littérature québécoise beaucoup dans les années 70, cette minorisation-là économique des Québécois. Et vous avez finalement un troisième groupe, celui des Amis-Kinini, des Algonquins, qui sont encore plus minorisés, qui sont minorisés même par rapport aux Français qui sont eux-mêmes minorisés. Hein, ça, vous avez vu ça, hein, peut-être? On en parlera tout tantôt, mais bon. Vous avez donc ce héros, Minji Mendam. Vous vous souvenez, vous le voyez dans le PowerPoint. Minji Mendam, ça veut dire, en langue algonquine, celui qui se souvient. Okay? Déjà là, on se rend compte que son nom est symbolique. C'est celui qui se souvient de la tradition, celui qui se souvient du mode de vie ancestral, celui qui s'oppose finalement à la modernité, là, Minji Mendam. Minji Mendam va perdre sa femme Ikwe. Donc, pendant que, vous l'avez lu comme moi, pendant qu'Ikwe, qui est un peu la représentante de toutes les femmes autochtones par son nom, c'est aussi symbolique ça, pendant qu'Ikwe va revenir du magasin général de Yann McIntosh, il y a un chargement de bio de bois qui va lui arriver dessus, elle va mourir. Sa mort est assez symbolique. Hein? Ikwe, c'est un peu l'économie anglaise, c'est ce commerce du bois qui va la tuer finalement. C'est ce changement de mode de vie finalement qui va la tuer. Hein? La symbolique est forte. La représentante de toutes les femmes autochtones va être tuée par le colonialisme sur le territoire finalement. Il faut savoir que dans cette partie-là plus nord du Québec, on va s'intéresser aux communautés autochtones beaucoup plus tard. Là, hein? Donc, c'est pour ça qu'en 1870, on est un peu au premier contact avec eux. Vous savez, comme moi, que Minji Mendam, Ikwe avait contracté une dette auprès du marchand Yann McIntosh. Minji Mendam, son mari qui était malade à ce moment-là, n'est pas au courant de cette dette-là. Bref, il va y avoir une altercation. Hein? Vous savez ce qui se passe. Le personnage va se faire trancher le bras par les Anglais. Donc, cette amputation-là, elle était aussi symbolique. Minji Mendam, celui qui se souvient, qui vivait selon la tradition hein, de chasse, de pêche, le dernier vrai trappeur, son bras est coupé. Va-t-il pouvoir continuer à vivre selon son mode de vie d'avant? Hein? Trapper, pêcher à un bras, on en doute. Faire du canot à un bras, on en doute. Hein? Donc, Bernard Assinoui est ici dans les grands symboles. Le bras coupé, c'est finalement quelqu'un qui est amputé de sa tradition, amputé de son mode de vie. Là. Ça va? Et qui va à partir de ce moment-là, ça devient un roman un peu policier, qui va devenir un résistant, un radical, qui va décider de se venger contre ces représentants du colonialisme qui l'ont amputé de son mode de vie. Il s'est fait couper le bras, il veut vengeance, mais plus largement, il s'est fait... Bernard Assinoui, métaphoriquement, nous dit les Autochtones ont perdu leur mode de vie, on peut réclamer réparation. Ça va? C'est juste que son personnage, il utilise des actions radicales, il va commettre quand même quelques assassinats. La police de Byton, qui est anciennement à Ottawa, va arriver pour enquêter là-dessus. Ça devient vraiment un peu comme un polar. Là. Le roman devient... il y a du suspense à partir de ce moment-là dans le roman. À la fin du roman, votre personnage de Minji Mendam... qu'est-ce qu'il réalise? Que ses actions trop radicales n'avaient peut-être pas lieu d'être, hein? Que ça ne donne rien, que ça ne ramènera pas Ikwe, que ça ne ramènera pas son bras. Il réalise qu'il est un peu dans un cul-de-sac. Et la fin du roman, c'est quoi? Il se laisse abattre par les patrons anglais. Ça va? Hein? Pour lui, c'est la fin. Il n'y a plus rien à faire.
Bernard Assinoui n'est pas aussi défaitiste que ça, mais c'est un roman qui est quand même choquant là, de ce côté-là par sa finale, où notre personnage principal trouve la mort. Quand j'ai étudié le roman Le bras coupé, je me suis posé la question, est-ce que, je vous ai parlé beaucoup de Bernard Assinoui qui ressentait une tension identitaire par rapport à son identité, est-ce que cette tension identitaire, cette insécurité de Bernard Assinoui sur le plan de l'identité, lui qui a décidé d'être autochtone alors que ses parents lui avaient caché ça, est-ce que ça va se retrouver dans ses œuvres? Est-ce que ça va se cristalliser dans ses œuvres par ses personnages, par les thèmes qu'il va aborder, puis aussi par sa manière d'écrire sur le plan de la forme, par la manière dont il va utiliser les mots comme arme de combat? Est-ce que la situation qu'Assinoui vit sur le plan identitaire, il va la faire vivre à ses personnages, puis elle va se retrouver dans ses œuvres? Vous doutez bien que la réponse que j'attendais, c'est un oui, mais comment ce oui-là va se développer dans ses œuvres? Bon, il faut comprendre que chez Bernard Assinoui, il y a des personnages qui sont des figures d'identification. On peut penser, Bernard Assinoui qui s'identifie davantage à son héros, peut-être, à Minji Mendam, celui qui se souvient. Bernard Assinoui, en écrivant tous ces livres-là, n'est-il pas lui aussi celui qui se souvient, à sa manière, celui qui décide de se souvenir, de parler de ces choses-là? Bon. Minji Mendam, sur le plan social, il ne se sent pas comme les autres. Minji Mendam, quand il voit les Algonquins aller au pub, à l'hôtel du village, aller boire, aller faire des beuveries, il ne se reconnaît pas là-dedans. Lui, il n'a jamais touché à l'alcool. Il vit encore selon la tradition. Il ne veut pas tomber dans les vices que le colonisateur a apportés avec lui. Sur le plan spatial, Minji Mendam, alors que les Algonquins campent de façon permanente maintenant à la pointe aux Algonquins, Minji Mendam, lui, continue à faire les allers-retours dans le Nord. Il continue à vivre sous un mode de vie de trappeur. Il ne se reconnaît pas dans ce nouveau mode de vie-là, de cette sédentarisation qui est en train de se passer. Le campement devient un campement permanent. Et ça, à quelques reprises, il en fait la remarque. Sur le plan temporel, Minji Mendam a l'impression de ne pas être à la bonne époque. Il a l'impression d'être un peu un citoyen d'un ancien monde. Il vit de façon archaïque, comme ses ancêtres l'ont fait avec lui, avant lui. Et il ne se reconnaît pas dans ses contemporains qui ont commencé à changer un peu leur culture. Il y a peut-être des moments que vous avez en tête dans le roman où il fait un peu la critique des autres. Il ne comprend pas pourquoi les autres Amik et Nini vivent de cette manière-là. En cela, Minji Mendam, il nous fait penser à Bernard Assinoui, qui ne se sent peut-être pas à sa place dans la société et qui revendique sa place dans cette société. Chez Bernard Assinoui, la question identitaire passe aussi par l'altérisation. L'autre, c'est plus le personnage d'Autochtone, l'autre, c'est qui? C'est avant tout, oui, les Canadiens français, mais c'est surtout les patrons anglais. La figure la plus importante, je pense, d'altérisation dans le roman de l'autre, la plus importante figure de l'autre, c'est celle de Ian McIntosh. Êtes-vous d'accord avec moi? Le marchand général, Ian McIntosh, qui est à la fois maire du village, prêteur, c'est lui qui prête l'argent, il fait crédit aux gens, il décide qui aura crédit, qui ne l'aura pas, donc c'est la banque finalement. Il y a le magasin principal, tout le monde doit quelque chose à Ian McIntosh et il y a un droit de regard sur à peu près tout. Il représente cette figure de l'impérialisme, du colonisateur. Et Ian McIntosh, est-ce que c'est quelqu'un d'agréable à côtoyer? Non, il n'est pas très fin. Donc, on s'identifie à Minji Mendam, on s'oppose à Ian McIntosh. Il y a aussi, dans le bras coupé, des personnages qu'on pourrait qualifier du juste milieu. Des personnages qui, par leur clairvoyance, par leur ouverture à l'autre, se distinguent. Berthe Côté, c'en est un. Berthe Côté respecte Minji Mendam. Berthe Côté a bien connu Pakinawatik, un grand chef là, qui l'avait accueilli à bras ouverts lorsque lui est arrivé en canot d'écorce avec les missionnaires pour venir s'installer, pour travailler à la traite, pas à la traite, mais au commerce du bois. Donc, il y a 20 ans, quand il s'est installé, il a été accueilli à bras ouverts ici et il s'en rappelle. Berthe Côté, qui est clairvoyant, qui se rend compte qu'on juge un peu à outrance les Autochtones, qui sont minorisés, qui est conscient de cette dynamique-là, qu'est-ce qui le caractérise, Berthe Côté? C'est un alcoolique. C'est un alcoolique. Donc, lui, il est disqualifié. C'est celui qui est toujours sous. C'est celui qui dit n'importe quoi. C'est celui qu'on n'écoute pas. C'est celui que, comme seul ami, Titrou, l'idiot du village. Là. Ça va? Berthe Côté est clairvoyant, comprend bien les choses, mais il est disqualifié à cause qu'il est clairvoyant. Un autre qui est disqualifié parce qu'il est clairvoyant, parce que c'est une figure du juste milieu, ce serait Paul Francis. Tu sais, Paul Francis, c'est le gars qui a tranché le bras de Minji Mendam. Il avait-tu l'air d'avoir envie de faire ça ou c'est comme un accident?
Il a été entraîné par les autres, si vous voulez. Hein. Il ne voulait pas perdre la face auprès de ses patrons, fait qu'il est allé pour casser la gueule à Midji Mendam, mais finalement, il a attrapé une hache, il a coupé quelque chose, c'était son bras, c'était pas nécessairement voulu. Mais Paul Francis, à quelques moments, d'ailleurs, est-ce qu'il va bien vivre avec ça, Paul Francis? Ah non, non, il ne va pas bien vivre avec l'action qu'il a commise, il n'aurait pas voulu faire ça. À quelques moments, Paul Francis va avoir des réflexions en anglais, certes, mais qui témoignent quand même de son ouverture et de sa compréhension. À un certain moment, il dit quelque chose comme je pense qu'ils ont le droit d'être fâchés, les Autochtones. Après tout, on est sur leur territoire, hein, c'est leurs arbres, c'est leur forêt à eux qu'on est en train d'exploiter. Là. Vous souvenez-vous de ce passage-là? Donc, figure de clairvoyance aussi, disqualifié. Est-ce que c'est le mouton noir hein, chez les patrons? C'est celui dont on se moque, c'est celui c'est ça, qui est suiveux, c'est un mouton, mais un mouton noir parce qu'on le discrédite. Bref, dans cette dynamique-là, être la personne qui voit clair, ben ça fait de nous un exclu. Ça va? Ben, c'est peut-être justement plus à ceux-là que Bernard Assinouis s'identifie. Je pense que Bernard Assinouis a l'impression de voir clair à travers les choses et ça va susciter son exclusion. Je vous parle de lui comme un grand auteur québécois, mais il n'a pas toujours été reconnu comme un grand auteur de la littérature. Là. Bernard Assinouis a été critiqué par les critiques littéraires. On disait de lui, vu qu'il écrivait en français, qu'il avait déjà perdu le combat parce qu'il avait choisi le français comme langue d'écriture, alors que c'est la langue du colonisateur. Il a été quand même vertement critiqué. On disait que son histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada valait rien parce qu'elle avait été écrite sans se baser sur des documents historiques comme preuve irréfutable et précise. On a travaillé longtemps à discréditer son propos, à faire de lui le mouton noir. Là. Bon. Les lieux. Il y a des lieux qui montrent bien cette tension identitaire-là aussi qu'il y a chez Bernard Assinouis et qui se retrouve dans les œuvres. Le campement des Algonquins, je vous en ai parlé, c'est un lieu d'isolement ethnique. On se sent isolé, on se sent différent, on est mis à l'écart. Hein. Ce lieu-là, il n'est pas pénétré par beaucoup d'Euro-Canadiens. Même quand le détective Aldé Bouchard se rend jusque-là, il se sent dans un autre monde, véritablement. On sent qu'il y a comme une frontière culturelle là, qui s'est installée. Je vous ai parlé du fait que le campement est rendu désormais permanent. Ça aussi, là, ça montre qu'il y a une tension entre tradition et modernité, comme Bernard Assinouis peut la ressentir. Le village des coupeurs de bois, c'est un autre de ces lieux là, qui incarne l'altérisation. Quand Ikoué s'y rend, par exemple, pour aller acheter de la farine puis d'autres produits, est-ce qu'elle se sent bien en arrivant dans ce village-là? Non. Quand elle rentre plus spécifiquement dans le magasin général, elle a la trouille, elle a peur. Hein? Elle sait qu'elle est une étrangère là, quand elle pénètre ce lieu-là, même si, à l'époque, les Autochtones sont encore plus nombreux que les Euro-Canadiens là, dans les alentours, dans cette région-là. L'altérité est à son maximum. Pour Midji Mendam, quand il rentre dans le village à un certain moment, il s'imagine comment c'était avant qu'il y ait des maisons en bois qui soient construites. Quand le chevreuil gambadait encore, quand les grands arbres étaient encore sur le... Pour Midji Mendam, ce village-là, c'est un paradis perdu, c'est quelque chose qui ne sera jamais retrouvé, c'est quelque chose qui est changé à jamais. L'hôtel du village, c'est un autre de ces lieux qui montre la tension identitaire qu'il peut y avoir dans le bras coupé. À l'hôtel, qui s'assoit aux tables principales dans le milieu? Les patrons anglais. Autour d'eux, les Français. Avez-vous déjà vu un Canadien français s'asseoir avec les patrons? Ça ne s'est pas vu dans le roman, en tout cas. Qui s'assoit sur les tables au fond? Les Autochtones, hein, les Algonquins. Donc, il y a vraiment une forme d'apartheid, là, de ségrégation là, dans ce lieu-là. Dans l'hôtel du village, est-ce que tout le monde est égal? Non. Hein, les lieux, la disposition des tables géographiquement nous montre que non. L'Église, on n'en parle pas beaucoup de l'Église, mais on nous dit à propos d'elle que c'est un lieu où il y a deux sections. Une section pour les sauvages, je le mets entre guillemets, hein, ceux qu'on veut évangéliser, ceux qu'on veut assimiler, et une section pour les autres, ceux qui sont des bons catholiques, des vrais. L'Église, c'est un autre de ces lieux où on voit l'exclusion, où on voit la tension identitaire que peut ressentir Bernard Assinouis se cristalliser dans son œuvre. Bref, le constat, c'est que Bernard Assinouis, comme Midji Mendam, c'est un peu celui qui se souvient. Bernard Assinouis prend la parole. Midji Mendam, quand il se fait couper le bras, il va s'adapter par contre. Hein? Il va, pendant des mois, s'entraîner hein, pour reprendre, pour retrouver ses capacités, hein, pour réapprendre autrement. Ma question, dans mes recherches, ça a été sur le plan de l'écriture. Est-ce que la main d'écriture de Bernard Assinouis s'est adaptée, elle aussi? Est-ce que c'est adapté à la présence du colonisateur, si vous voulez? Je simplifie un petit peu ma problématique pour vous amener à constater que
l'œuvre, le roman de Bras-Coupés, c'est une œuvre qui a un caractère hybride, un caractère mélangé. C'est le lieu d'une adaptation culturelle forte. Une adaptation de quoi? De la tradition orale autochtone. Et Bernard Assénoui était pleinement conscient de ce qu'il faisait. En choisissant une narration omnisciente, comme dans un conte, c'est un conte qui se fait sur plusieurs pages, je suis d'accord, mais comme dans un conte. En prenant des personnages archétypaux, Minji Mendam, qui incarne tous ceux qui se souviennent, Ikwe, qui incarne toutes les femmes de la nation algonquine, des personnages qui sont des archétypes. En nous racontant une histoire qui a une portée allégorique. Hein, c'est finalement l'histoire d'une tradition qui s'est faite piler dessus par un groupe de colonisateurs, plus que l'histoire d'un seul individu qui s'est fait couper le bras par un patron. Ça va? En cela, on tombe un peu dans une logique du conte qui vivait à raconter les histoires de la nation. D'ailleurs, l'oralité, la façon de raconter à l'oral est reproduite à certains moments, à plusieurs moments dans l'œuvre. Hein. À l'oral, quand on raconte une histoire, on s'attache beaucoup aux répétitions pour se souvenir de l'histoire. Imaginez que vous racontez quelque chose puis vous n'avez pas de texte. Comme dans une chanson, souvent, ça prend un refrain. Hein. Pour se raccrocher aux paroles, ça prend un refrain. Dans l'Antiquité grecque, les conteurs utilisaient ce système-là d'un refrain qui revient, d'une phrase qui est répétée. Mais les répétitions sont nombreuses chez Bernard Assénoui. C'est pour reproduire la manière de faire autochtone. La circularité est importante aussi pour les Algonquins, comme pour la plupart des nations autochtones de l'Amérique du Nord. Le grand cercle de la vie, c'est quelque chose de très important. Tout est cyclique. Bien, le roman de Bernard Assénoui est cyclique aussi. Regardez, je vous lis le début du roman. Sans ouvrir les yeux, il savait que la neige tombait. Blablabla. Sans ouvrir les yeux, je répète, il sut que la neige tombait. Et pourtant, dans cet engourdissement de rêve, blablabla. Sans ouvrir les yeux une troisième fois. Pendant 2 pages, là, toutes les phrases, tous les paragraphes commencent par sans ouvrir les yeux, une espèce de refrain qui va se boucler. La boucle va se boucler à la fin quand il ouvrit les yeux, quand il entendit un craquement qui lui rappela que ses chiens, blablabla. On est reparti sur d'autres choses. L'oralité est dans la manière d'écrire de Bernard Assénoui, et en ça, c'est un hommage au conte traditionnel. Pour passer d'un chapitre à l'autre, souvent, on reprend le même élément. Encore une fois, c'est circulaire. Il faisait froid lorsque tout le monde est rentré au pub. Là. Il faisait froid lorsque Minji Mendam a dit qu'il ne paierait pas la dette qu'il n'a pas contractée lui-même. Il faisait froid lorsque Minji Mendam a regagné son campement. Il faisait froid quand il y a 6 gars qui sont rentrés dans son campement pour lui casser la gueule puis lui couper le bras. La mention du froid qui revient tout le temps, hein, ça contribue aussi à cette circularité-là. De même que l'ère des retrouvailles. Minji Mendam, au début, s'imagine revoir bientôt Ikwe et ses enfants. Hein. Il y a l'ère des retrouvailles en tête. L'ère des retrouvailles, quand il va entreprendre son entreprise de vengeance, il l'a toujours en tête. À la fin, lorsqu'il marche avec un drapeau rouge pour se rendre, si vous voulez, finalement, et qu'il va se faire tuer par Ian McIntosh, c'est encore l'ère des retrouvailles qu'il a en tête. Donc, encore une fois, comme un leitmotiv, quelque chose qui revient dans la structure du roman. Bernard Assénoui, je vais un petit peu vite pour la fin. Là. La tradition orale reprend des histoires importantes pour une nation. Est-ce que ce récit-là est une histoire importante pour la nation? Bernard Assénoui, dans une entrevue qui est rare, qui est dure à retrouver, là, mais que j'ai vue quelque part en 2011, là, en tout cas, Bernard Assénoui raconte que c'est une histoire qui a été racontée par William Commanda, qui était le chef spirituel des Algonquins, qui était lui-même l'arrière-petit-fils de Paquina-Watik, le grand chef qui a accueilli Berthe Côté là, dans votre histoire, un des personnages de votre histoire. Paquina-Watik a raconté à William Commanda l'histoire d'un Algonquin trappeur qui s'est fait trancher le bras. Et c'est cette même histoire, bref, une histoire qui semble être vraie, selon Bernard Assénoui, il faut le croire là, par contre, là, cette histoire qui semble être vraie qui nous est racontée. Oui, c'est une histoire importante pour la nation qui est racontée. En cela, on s'inscrit un peu dans la tradition orale, hein, raconter les histoires importantes pour une nation. Le roman de Bernard Assénoui, êtes-vous d'accord pour dire que c'est un lieu de diffusion de la culture algonquine? Le nombre de fois où on nous explique comment, par exemple, construire un canot d'écorce, comment poser tel type de piège, comment les Amékinini ne remercient pas dans leur tradition, ce n'est pas quelque chose qu'ils font, comment les formules de salutation se faisaient à l'époque. Il y a plein de passages didactiques où Bernard Assénoui essaye d'enseigner la tradition, mais grâce à son roman. Là. Ça va? En cela aussi, il s'inscrit un peu dans la tradition orale. Même au niveau de la langue d'écriture, là, Bernard Assénoui a su adapter une langue. Oui, il utilise le français comme langue de la narration, comme langue principale. Il veut s'adresser aux Québécois. Ça va se faire en français. Okay? Mais son français
est marquée par la présence de l'algonquin. Hein. Il y a beaucoup de mots en langue algonquine. Il a même fallu ajouter un lexique à la fin. Donc, ces mots-là ne sont pas traduits au fil du texte. Le cadre référentiel est algonquin. Plein de mots algonquins qui s'intègrent à la langue française. Bernard Assinioui est comme en train de créer une nouvelle langue, si vous voulez, une langue hybride, hein? Une langue qui s'adapte. Il y a plein de passages en anglais aussi, mais la présence de l'anglais est surtout associée à la domination. L'anglais, là, souvent, ça vient avec des gens qui ont peur parce qu'on parle en anglais. Pensez à Ian McIntosh qui ajoute plein de petits mots en anglais quand il parle à Ikwe, un peu pour lui montrer que c'est lui le chef, alors qu'elle ne comprend rien de ce qu'il est en train de dire. Ça va? Je vais vite un petit peu. Donc, la langue originale que Bernard Assinioui est en train de créer dans son texte, ça aussi, ça contribue à faire de la littérature, qui est un outil du colonialisme. Hein? Le roman, c'est le grand genre occidental par excellence. Hein? Les Européens, les Québécois, le roman, c'est le grand genre. Et Bernard Assinioui prend ce grand genre-là et prend la langue française, la langue du colonisateur, et la transforme pour en faire quelque chose de plus puissant. Je vais passer vite un peu sur ces petites choses-là qui sont peut-être moins, pas moins pertinentes, mais qui sont un peu plus nichées. Là. Bref, pour Bernard Assinioui, écrire, c'est prendre quelque chose, une tension identitaire, une insécurité, un malaise peut-être, puis le transformer en quelque chose de puissant, en quelque chose de fort. En cela, Bernard Assinioui fait des questions politiques, des questions poétiques, un jeu de mots intéressant, mais hein, il fait de sujets difficiles quelque chose de beau, quelque chose de poétique, selon moi, et c'est une de ses forces. Donc, le guerrier des mots dont nous parlaient les critiques littéraires à l'époque, hein, qui trouvaient qu'Assinioui était toujours dans les revendications, toujours un peu trop intense, bien, le guerrier des mots n'est-il pas celui qui, finalement, bâtit des ponts entre les cultures? Moi, lire ce roman-là, c'est m'initier à plein de choses, là, hein, plein de choses que je n'ai pas connues parce que je ne suis pas autochtone, mais je trouve ça bien intéressant hein, de m'ouvrir grâce à ça. Bernard Assinioui, en s'adressant à vous, il bâtit des ponts. Je pense que c'est là sa grande force. J'ai clenché ma dernière diapositive pour arriver à l'heure. Hein. Avez-vous des questions? Dans le fond, je vais prendre un petit peu de questions, puis à la fin, j'ai une petite chanson, un vidéoclip que j'aimerais ça vous faire jouer, puis vous pourrez partir tranquillement pendant que ça joue. Il n'y a pas de problème. Je veux juste vous présenter, je veux juste qu'il y ait une petite conclusion à cette conférence-là. Avez-vous des questions? Ben moi, j'en ai une. Oui. Tu sais, Berthe Côté, là, à la fin, là, quand il se penche sur Manji Madame, puis qu'il dit je voulais te dire, tu sais, qu'est-ce qu'il voulait lui dire, Berthe Côté, là, tu penses? Bien, c'est dur à dire, mais une chose qui est sûre, c'est que Berthe Côté, à un certain moment, avant ça, regrette hein, de ne pas être devenu un Algonquin. Quand il est arrivé, il y a plusieurs années, hein, il y a environ 20 ans, Paquinawatik l'accueillait à bras ouverts. Puis lui, il regrette d'être allé s'installer au village des coupeurs de bois. Il aurait aimé mieux être autochtone. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement à ce moment-là? Ça, je ne peux pas le savoir. C'est du non-dit, c'est une fin ouverte. Mais c'est sûrement en lien avec Berthe Côté, un peu comme Bernard Assinioui. Il croit que l'identité, c'est quelque chose qu'on construit, hein, quelque chose qu'on s'identifie peut-être plus comme autochtone que comme euro-canadien, finalement. D'autres questions? Ça va? Donc, pour conclure, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des perspectives d'avenir. Je vous ai parlé beaucoup de politique aujourd'hui, de loi puis de gouvernance autochtone. Il y a beaucoup de gens, je sème des graines ici, il y a beaucoup de gens, dont beaucoup d'Autochtones, qui pensent que l'autogouvernance, hein, que les nations autochtones deviennent des petits paliers de gouvernement autonome, comme le gouvernement québécois de la nation québécoise est un gouvernement autonome à 100 %. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une solution pour reprendre le contrôle sur des destinées, là, sur des nations. C'est des choses qui se discutent. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une piste intéressante. Pour parler de la littérature autochtone, je vous ai parlé en 2004, quand Mauricio Gatti est venu l'étudier ici, qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs et que ces auteurs-là, on avait de la misère à les retrouver leurs textes. Eh bien là, la littérature autochtone, en 2023, elle est effervescente. Il y a des salons du livre des Premières Nations, il y a plein d'auteurs, on en parle beaucoup. On invite des auteurs autochtones comme conférenciers à la bibliothèque de Thetford, c'est pas rien. Les temps sont en train de changer, on s'intéresse à l'autre. Puis, les œuvres autochtones, je vous ai parlé dans les années 70-80, chez Bernard Assinioui, entre autres, que c'était beaucoup une littérature de résistance.
bien là, c'est beaucoup une littérature d'espoir qu'on sent désormais dans les œuvres autochtones plus contemporaines, une littérature tournée vers le futur. Et ça me donne le goût de vous faire entendre une chanson du groupe Kashtin. Kashtin, là, c'est un groupe qui a tourné beaucoup. Ce qui est cool, c'est que Kashtin chantait en Innu, puis ont fait une carrière internationale, là, comme de quoi une langue minoritaire peut rayonner partout dans le monde. Donc, le chanteur de Kashtin, c'est Florent Volant. Et vous connaissez le rappeur algonquin Samian, peut-être? Samian, si vous ne connaissez pas Samian, peut-être que vous aimeriez ça. Rappeur algonquin qui est connu pour ses textes revendicateurs. Mais dans cette chanson-là, il s'associe avec Florent Volant. Il reprend un refrain de la chanson de Florent Volant, une chanson qui s'appelle Chinanu. Ça veut dire « nous autres ». Donc, il parle d'eux, de eux comme autochtones, qui sont de deux nations différentes, un Innu, un algonquin. Et pour une fois, ce que j'aime, c'est que le vidéoclip que je vais vous montrer, écoutons le premier refrain, le premier couplet, puis après ça, ceux qui sont pressés pourront y aller, là. Mais on voit une autre image des Autochtones. On nous montre, ça a été tourné dans une communauté, sur une réserve, puis on nous montre des jeunes heureux, du monde qui sont bien, puis du monde qui croit en l'avenir. Et ça aussi, là, ça fait du bien, là. Ça va? Donc, je vais vous faire jouer ça à l'instant. Et ceux qui ont besoin de partir, vous pourrez filer. Peut-être trop optimiste mais je suis vivant donc j'y crois. La plume au bout des doigts, j'écris une page de l'histoire. On est forts ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble. On est des frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. C'est ensemble qu'on vaincra, c'est ensemble qu'on en tirera. Que sur les terres du Canada, on est encore là. On est forts et fiers, on rassemble les nations. C'est la voix du peuple, le chant de la détermination. C'est le cri de la victoire, c'est le cri de la liberté. C'est le cœur des guerriers, c'est la voix des oubliés. Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre. Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger. Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer. On n'est pas les victimes, mais une autre génération. Celle qui a le pouvoir de nous offrir un horizon. De rattraper le temps perdu, de rendre hommage aux aînés. De les rassurer en leur disant qu'on ne va pas abandonner. Ce sera long et les épreuves seront tenaces. Faudra du cœur, du courage, de la force et de l'audace. En l'honneur de leur mémoire, on marchera sur leurs traces. La tête haute comme des bras, parce qu'ici c'est notre place. Sans oublier qu'on est l'espoir de demain. Qu'on a le pouvoir de réparer, de bâtir le monde de nos mains. Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble, solides. Car peu se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide. Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre. Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger. Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer. Alors on chante sur les pas du Makusha, avec l'odeur de la sauge pour purifier nos âmes. Il est temps qu'on se lève, qu'on prenne position, qu'on nourrisse nos rêves d'espoir et d'ambition.
Ashkenaz. Je trouve ça touchant. Bon, il y a une annonce. C'est toujours ça, hein? Ça, c'est moins touchant. Ben, ça fait vraiment plaisir, puis en espérant que ça vous a plu, puis que si vous avez des questions, vous voulez jaser en individuel, n'hésitez pas.